Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition de Le Grand Soir. On salue particulièrement les populations de la Lequier, notamment celle de la ville d'Obala. Obala qui connaîtra finalement le maire de cette commune vendredi prochain. Le préfet du département de la Lequier l'a annoncé dans un arrêté. Conseil municipal extraordinaire vendredi à 11 h avec comme point à l'ordre du jour l'élection du maire de la localité d'Obala. Pourtant, on se souvient qu'en fin d'année dernière, au mois de décembre, Francis Gaël Touna avait été élu pour succéder au maire Ediba Simon Pierre à la tête de cette municipalité en présence du préfet de la Lequier. Que s'est-il passé pour qu'une nouvelle programmation, une nouvelle élection soit annoncée du côté d'Obala? On va permettre à nos amis d'Obala de réagir par message et autres, de nous dire exactement ce qui se passe là-bas, mais on aura surtout la réaction de nos invités sur le plateau, qui se souviennent également qu'on se rapproche de plus en plus des prochaines élections locales, les municipales et des législatives. Ça se bouscule dans les partis politiques et les mairies sont de plus en plus questionnées au regard de ce qui se passe, ce qui se vit, ce qui se voit. Est-ce qu'on peut considérer que les communes aujourd'hui sont véritablement les outils de développement ou alors des outils politiques au service de quelques leaders ou de quelques formations politiques? Question de savoir si la mairie porte finalement les options et les attentes de développement depuis qu'on est passé justement aux lois sur la décentralisation et même avant. On va accueillir plusieurs personnalités sur le plateau pour échanger autour de ces différentes thématiques. On aura Franklin Sambou, il est enseignant, acteur très actif, en tout cas on va le dire ainsi, de la société civile. C'est un analyste sociopolitique également. Franklin, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques et bonsoir aux millions de téléspectateurs du Grand Soir de Info TV. Cette émission qui est très connue et très parcourue. Et nous saluons au passage comme ça tous les élèves, tous les étudiants et tous ceux-là qui vivent cette semaine sur le rythme de la semaine du bilinguisme. La semaine du bilinguisme, oui. Comme chaque année. La commission pour la promotion du bilinguisme éducatif a annoncé qu'il y aura plusieurs actions cette année pour renforcer justement le bilinguisme. Oui, bien évidemment. Nous déplorons vraiment le fait que chaque année, on pense à une semaine pour le bilinguisme. Pourquoi ne même pas penser ça arrête toujours à Good Morning, how are you? Oui, pourquoi ne même pas penser à une journée du bilinguisme? Parce qu'en réalité, on peut, dans chaque commune ici, à Yaoundé ou bien même au Cameroun, on va dire jeudi propre, vendredi propre, lundi propre. On peut aussi penser à un jeudi bilinguisme, un mardi bilinguisme pour que davantage la promotion des deux langues soit plus répétée dans tout le territoire national. D'accord, c'est une proposition et vous êtes enseignant, vous savez de quoi vous parlez. Vous êtes un fan de Paris, apparemment. Paris la ville, pas Paris le club. Voilà les petites tours Eiffel. Autant la ville que le club. D'accord. Autant la ville que le club, particulièrement le club. Le club, Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, bien évidemment. D'accord. Oui, Paris Saint-Germain, depuis très longtemps. Il n'y a pas les monuments de la réunification, version miniaturisée pour porter comme ça? Bien évidemment, il y en a, il y a des jours où je le mets. Ah, d'accord. Il y a des jours où je le mets, donc c'est un hasard du calendrier pour ce jour, Jean-Jacques. Merci Franklin d'être là. François Sémé est également là, lui qui est expert des questions de développement des territoires. Bonsoir François. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir au docteur Mbok, bonsoir à M. Sambou, bonsoir aux millions de téléspectateurs et d'Info TV et les fidèles et inconditionnels de l'émission du Le Grand Soir. Je voudrais particulièrement saluer et féliciter le maire de la commune de Gari-Gombo dans la région de l'Est qui aura réussi avec Maestria à organiser la semaine du lancement de la jeunesse de ce côté-là. Et bien plus saluer tous ces maires qui connaissent un peu, qui sont déstabilisés en ce moment, et tous ceux qui ont essayé, ou bien qui sont déstabilisés par quoi? Par la déconstruction de la décentralisation en ce moment même, où le Cameroun connaît deux systèmes de gouvernance. Le premier étant celui lié à la déconcentration, le deuxième la décentralisation, qu'on a voulu approfondir. Et aujourd'hui, qui est comme galvaudé, comme prise en otage, comme caporalisé par l'ordre gouvernant, dont les maires aujourd'hui suffoquent davantage, les mairies suffoquent, les maires suffoquent.
Et nous sommes très embarrassés, très gênés parce que à l'aune du renouvellement des exécutifs municipaux, on constate avec beaucoup d'amertume que les maires font face à des difficultés, à des tensions, parce que c'est des coups bas, c'est à n'en plus fini. Et permets-moi, Jean-Jacques, de sortir par là en indiquant tout avec beaucoup de respect, toutes mes admirations au maire de Mbalmayo, le doyen Dieudonné Zangba, lui qui aura connu ce qui arrive au maire de Biwombane en ce jour. Il a connu la prison en 2002, lorsqu'il était toujours à la veille des renouvellements comme ça. Donc le maire de Biwombane, le maire de Betaroya, Baba Nicolas aussi, qui sort du TCS en ce moment, et le maire de Languina, qui lui aussi a fait qui a passé un séjour du côté de la prison centrale de Kondengui. Et tout est dit que nous regrettons que certains Camerounais aient choisi simplement de déstabiliser leurs frères. Parce qu'il y a deux façons de tuer un homme. Oui. Et il y a deux façons de détruire ou de tuer un homme, c'est soit la mort ou la prison. D'accord, dans tous les cas, on en parlera tout à l'heure pour savoir si les mairies sont des outils politiques par lesquels peuvent passer justement ces manœuvres de déstabilisation et autres choses. On accueille Dr Moïse Mbok. Bonsoir, docteur. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à mes co-discutants, bonsoir aux téléspectateurs qui nous suivent ici et ailleurs. Premièrement, j'ai envie de saluer en souhaitant beaucoup de courage tous les Camerounais. Nous ne sommes que le 4 février. C'est un mandat de 7 ans. Que chacun attache la ceinture. On a encore 6 ans et encore 6 ans et beaucoup de 11 mois. Voilà. C'est quoi ce compte à rebours qui va être long? Ce que j'essaie de dire ici, c'est qu'il faut enlever les organes sur certains sujets. Sinon, vous allez vite mourir. Il y a des AVC, il y a des incongruités et des choses. Tout à l'heure, on fait en parler également. La façon de tuer le Camerounais, on se rend compte qu'effectivement le Camerounais est monté à une nouvelle échelle. Quand ce n'est pas la confusion, c'est le désordre. Quand ce n'est pas le désordre, c'est la méchanceté. Quand ce n'est pas la méchanceté, c'est une façon assez difficile d'administrer les populations. Et vraiment, ça fait beaucoup de courage à tous les Camerounais. J'ai envie de dire que le bilinguisme est une incongruité, comme plusieurs incongruités au Cameroun. On dit que nous sommes un État bilingue. On dit que tous les documents doivent être bilingues. Tout ce qui est fait par l'administration est bilingue. Bon, on a quand même une journée du bilinguisme. Vous ne trouvez pas que ce n'est pas normal? Et je vois les gens célébrer ça, les gens en parlent comme si ça devrait encore... Non, l'enseignant l'a dit, ça doit être tous les jours, systématiquement. On ne doit même pas faire cas de ça comme si l'anglais était quelque chose de dérisoire qu'on prendrait de temps en temps en passant. Non. Si on est sérieux, qu'on le soit entièrement. Il faudrait que dans certaines administrations, on impose même que c'est l'anglais qu'on parle. Même si vous ne savez pas là, vous allez seulement apprendre même par force. Mais que ce soit au quotidien, que ce soit systématique. Le saupoudrage doit s'arrêter. D'accord. Je vais donc finir par les réformes, en insistant sur les réformes. Quand nous parlons de réformes, que les Camerounais comprennent bien que ce n'est pas une fantaisie. Ce n'est même pas une attitude politicienne. C'est une contrainte, une obligation sociale et nationale. Nous allons aller aux élections locales bientôt. Si les réformes ne sont pas engagées, les maires vont toujours faire face à ces problèmes. On va les piéger. Qui est un marché, qui une situation, et à la veille, ils se retrouvent à être embastillés parce que tout et n'importe quoi se fait sans cadre. Et si les gens ne sont pas formés, monsieur le maire a pu échapper à la prison parce qu'il a une assise tant sur l'économie que sur même la gestion. Mais tous les maires n'ont pas cette capacité, n'ont pas cette assise. La réforme doit être profonde, elle doit être constante et à tous les postes de responsabilité. Parce qu'au finish, on est un homme, mais il fait confiance à tous les autres qui sont dans la chaîne pour le bien de la nation. D'accord. On signale que l'ancien maire de Yokadouma est encore là-bas, à Kondengui. Voilà. L'ancien maire de Mban, lui, a trouvé la mort, M. Ngolzamba, toujours en détention. Le maire de Mboma a passé 1 an, il a finalement retrouvé la liberté
et son poste du côté de Pourquoi Goma. tant de maires? Lui l'a eu. Voilà. Pourquoi tant de maires? Pourquoi tant de maires, vraiment? On fera une thématique sur ce qui se passe effectivement de ce côté, la situation de ces maires. Lucien Midima, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques, c'est un plaisir. Et ce plaisir a été tellement renouvelé que j'ai des amis. J'ai un petit frère à Yoko, il travaille à Elekam. Il est formidable, il s'appelle Jean-Jacques. Je tiens à lui dire, à mon petit frère, bravo, il faut aller jusqu'au bout. Et au même moment, justement, il travaille à la mairie bénévolement, à la mairie de Yoko. Et il apporte un soutien incroyable au niveau de la gestion et même la gestion des dossiers, parce qu'on va en parler tout à l'heure. Comme effectivement, c'est un contrôleur financier aujourd'hui qui continue à voir que nous sommes dans les difficultés parce qu'il y a eu les élections présidentielles, ce qui fait que certains marchés sont en train de tomber en conclusion. Je salue le contrôleur financier d'un TUI qui fait un travail formidable. Et je ne peux pas m'empêcher de saluer Liboire, qui est le maire de Biyombene, parce que c'est un ami personnel. Quand il était à la SIC, c'est un ami, je connais sa probité morale. J'ai été très peiné aujourd'hui. Quand je parle de probité, parce que là, on va en parler, j'ai été très peiné aujourd'hui lorsque j'ai appris qu'il est descendu en prison. Je ne remets pas en cause les décisions de justice, mais je voudrais, même s'il est n'importe où, je reconnais mes amitiés, mes amis. Jean-Jacques Zé ou le docteur, quel que soit là où vous pouvez vous retrouver dans n'importe quelle circonstance, c'est le moment de réaffirmer l'amitié qu'on a vis-à-vis de quelqu'un que de dénier cette amitié. Donc je dis, monsieur le maire, je sais l'épreuve que vous traversez, qui peut être due, je n'ai pas le fond du dossier, mais je vous renouvelle mon amitié. Il y a un panéliste qui vient de dire qu'il y a plusieurs façons de tuer un être humain. C'est la prison ou bien la mort. Mais je ne peux pas vous dire combien aujourd'hui les maires travaillent, parfois dans des conditions très difficiles. Nous sommes à l'aube de la décentralisation et parfois ils sont obligés de prendre un certain nombre d'initiatives. Et peut-être à un moment donné, légèrement au mépris des règles et qui y sont parce qu'il a la pression de la population, etc. Et que parfois le terrain impose D'ailleurs, je vais vous prendre un exemple. Nous avons là, monsieur le maire, nous sommes en élection présidentielle. Après l'élection présidentielle, il y a eu les soubresauts que vous connaissez. Certains hommes d'affaires ou bien certaines entreprises n'ont pas réussi à réaliser un certain nombre de marchés parce que de part et d'autre, il y avait les problèmes dont les hommes d'affaires ne pouvaient même pas se déplacer. Mais nous arrivons à la fin des ordonnancements. Et quand un maire voit qu'il a des crédits, ces crédits-là peuvent tomber en conclusion. Il peut lui arriver de prendre un certain nombre d'initiatives. Et que ces initiatives-là, à un moment donné, peuvent le poursuivre. Première des choses. Deuxième des choses, mais je trouve quand même aberrant le fait que si on veut bien remplacer quelqu'un, si on veut bien lutter contre une personne, qu'on veut bien la place d'une personne, il y a tellement de places au Cameroun. Au-delà de l'exécutif communal, il y a les conseillers régionaux, il y a les députations, je ne m'arrête que là. Alors, mais je ne sais pas quand on peut avoir un acharnement. Et ce qui est parfois regrettable, c'est que ça sort d'un bon politique où vous tous, vous êtes dans un même parti politique. Alors à partir de là, on se demande... D'accord. À Yokadouma, généralement, toutes les dénonciations sont venues des conseillers municipaux. Il y a des gens qui sont tous les jours. C'est le cas du maire de Lenguina. Il a parlé, c'est mon petit frère, le maire de Lenguina. J'étais très peiné avec voir comment il a transformé. Parce que le cas... Jean-Jacques, une seconde. Le maire de Lenguina... Le maire de Lenguina était un haut cadre de MTN. Il gagne plus de 2 millions par mois. Il a décidé d'aller chez lui. Le maire de chez moi, c'était un jeune d'à peine 45 ans, le maire d'Ongo. Il était directeur au niveau du ministère de la décentralisation. Il a abandonné le ministère pour dire, je vais au village me concentrer avec mon expertise au service de la population. Vous voyez un peu, si il arrivait que les carrières de ces jeunes-là soient brisées d'une manière ou d'une autre. Par nos propres conseillers, à un moment donné, ça devient quand même... On est d'accord là-dessus, sauf qu'on ne connaît pas toujours les fonds des dossiers. Oui, bon. On va permettre la justice de faire le travail, en appelant également, même si on a été haut directeur, haut cadre, lorsqu'on vient à la tête de la mairie, il faut également qu'on apprenne à se former. Ça, c'est beaucoup. Oui, ça qui parlait. Voilà aussi. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir. Je suis venu ici en me disant que on
on allait bagarrer. Je ne Bagarre. sais pas avec qui. La bagarre intellectuelle, quoi. Ah, d'accord. Et je me suis mis dans une tenue appropriée que même si on me pousse, je tombe, je vais me relever. Tu es le maire. Et là, j'ai écouté les gens avoir pitié des maires. J'ai dit, ah, vous n'avez rien compris. Ouais. Ils n'ont rien compris. Parce que le maire est en bas là-bas. Les vraies choses se déroulent ailleurs. Je ne sais pas si je vais faire une digression en parlant d'autres choses, mais qui concerne quand même le mairie. Parce que j'ai écouté mon jeune frère, docteur Mbok, je lui ai dit, tu déranges. Il faut s'acclimater. Lorsqu'on entre en politique, il faut retenir la première leçon. Pour tenir sa parole en politique, il ne faut jamais la donner. Pour bien expert. Pour tenir sa parole en politique, il Il ne ne faut faut jamais la donner. Si vous la donnez, on vous tient au mot. Pour bien avoir des phrases, dans quelques jours, ça peut devenir 1 an. C'est les jours qui font 1 an. Aucun souci. Il dit oui au accord à tout le monde. Je vous verrai. Je vous verrai. C'est ça l'homme politique, Paul Biya. Mais au-delà de ça, pour être plus sérieux, j'ai dit, le sujet qui m'a amené ici était différent de celui que tu as retenu finalement. On devrait se comprendre. Le fond est le même. Mais je vais m'adapter pour Ouais. dire que il ne faut pas avoir pitié des maires. Non. C'est un choix. Nous sommes arrivés à la commune en nous disant que on vient payer l'impôt parce que nous avons la conjonction des efforts des vieilles femmes qui donnaient 100 francs à tout le monde. Mais lorsque vous arrivez là, et là c'est pour ça que je suis d'accord avec votre thème, vous devenez pour certains instruments politiques. Pour d'autres, les populations notamment, un acteur de développement local. Entre les deux, il y a les différentes lois qui sont tordues. Nous sommes victimes des mauvaises lois. C'est-à-dire, je n'ai pas vu un cadre légal être bloqué par un cadre réglementaire. Ce n'est qu'au Cameroun. On prend une loi. On vous dit que lorsque le décret sortira, on la mettra en œuvre. Pour les brillants, juste la loi d'application immédiate, dès qu'elle a été adoptée et approuvée par le chef de l'État. Donc on est là-dedans. J'ai écouté, il parle de l'aube de la décentralisation, c'est propre au RDPC. Ah, ils n'ont pas vu qu'on est... Non, lui, il ne comprend pas qu'on est même perdu. Il dit on est à l'aube de la décentralisation. Je rappelle que la décentralisation date de 91. C'est la tripartite qui a fixé le cap. En 91, on sort d'une crise post-électorale, disons là ici, qui est grave. Paul Biya convoque les gens, il leur dit, il y en a qui sont pour le fédéralisme, il y en a qui sont pour la séparation. Il propose d'avoir médiane, qui est que le Cameroun devient un État centralisé, un État unitaire décentralisé. Voilà, c'est une donnée constitutionnelle. Mais pour la mettre en œuvre, on prend ça, on donne entre les gens qui sont nommés par décret. Ça, vous comprenez un peu. C'est-à-dire, la Constitution dit ce qu'on est, mais pour son application, on donne ça aux gens qui sont nommés par décret. Et chacun fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut, quand il veut. Et tout le monde est là, on regarde, et on se plaint des maires. Non. Maintenant, les maires n'ont pas compris que l'arsenal... On est dans le thème là. Ah bon? On va très profondément. Je m'arrête d'abord dans là. le thème. Permettez qu'on rende rapidement Bon, maintenant, je vais visite. dire mes amitiés. On va bagarrer. Hein. Je vais comme mon ami, la bagarre, on je va vais dire comme mon ami Bidima que je renouvelle ma solidarité, pas mes amitiés, ma solidarité à tous les maires qui sont dans les problèmes, y compris ceux qu'on veut enlever, y compris ceux qui sont en prison. C'est un problème de solidarité. Vous savez, il faut être solidaire en tout temps et en tout lieu. Voilà. Alors, Vous ne pas des amis, ne pas se connaître, mais lorsqu'un maire a des soucis, un autre a le devoir d'être solidaire de sa situation. Parce que demain, on ne sait pas. D'autant beaucoup tout à l'heure que je suis sorti des mailles de cette histoire. Je ne sais pas si je suis sorti. J'ai eu en 7 ans de maire 17 contrôles. 17 contrôles. 17 contrôles. Y compris la CONAC avec M. Ndjamé lui-même. Après la mairie, j'ai fait 7 mois d'enquête. On fouillait. J'ai vu le T7 descendre avec les maîtres. Les routes qu'on a faites en 2017 étaient contrôlées en 2022. Je n'étais plus maire. Tout le monde sait que la durée de vie d'une route en terre, c'est 6 mois. Mon contrôle de route en terre, 6 ans plus tard, Dieu merci, je dois reconnaître comme que depuis un moment, le TS n'est plus le monstre froid qu'il était avant. Il y a quand même des gens à l'intérieur qui comprennent. D'accord. Voilà. Donc, D'accord. je voulais rendre hommage à ce TCS qui chaque jour se bat pour humaniser un peu les enquêtes au TCS parce que c'était vraiment un monstre froid. Vous êtes dénoncé, vous allez d'abord à Kondengui, on va le reste après. Aujourd'hui, l'impression que j'ai, c'est que ça quand même... On reste naturellement dans le sujet des maires.
avec ce qui se passe du côté d'Obala. Le préfet annonce un conseil municipal extraordinaire vendredi pour l'élection du successeur de Simon-Pierre Ediba. Pourtant, on se souvient, c'est là quelques jours, à la fin de l'année 2025, que Francis Gaël Touna avait été brillamment élu maire de ce côté-là. Qui comprend quoi dans cette affaire? Le préfet était là lors du dernier conseil municipal qui a élu le maire Touna. Et c'est le même préfet qui annonce que c'est plutôt vendredi qu'on va élire le maire. Docteur. Alors, je vais commencer par, comme M. le maire a dit, on doit bagarrer un peu. On doit avoir pitié des maires. On doit avoir pitié d'eux parce que c'est des gens qui se donnent, comme M. Budima disait, parfois en laissant leur carrière de base pour venir travailler pour les populations. Et le grand malaise, la honte même nationale, c'est de constater ce qu'on constate à Obala aujourd'hui. Parce que ce sont les conseillers de l'ancien maire qui sont allés dénoncer le nouveau maire. Qu'ils ont pourtant élu. Brillamment. Hein? Disant qu'il a contracté des marchés non livrés. Vous voyez comment les gens sont en retard. Ils démarrent, mais même le moteur diesel première génération démarre plus vite qu'eux. Il fallait la manivelle pour tourner. Et le charbon. Mais puisque il y a de la jalousie, il y a de la méchanceté, il y a de la mauvaise foi, mais pire encore, il n'y a même pas une compréhension du développement local. On est sur une affaire de poste et de positionnement au lieu d'une vision qui devrait développer une zone. Voilà quelqu'un qui est élu. Le comble de la confusion, c'est que le Mindevel même qui doit entériner, n'entérine pas, il est silencieux. Le préfet même qui a pourtant conduit ces élections, lui-même ne fait pas un rapport final. Donc vous voyez que c'est des gens qui sont les maires, les élus locaux. On fait tout pour les garder comme des pions qu'on peut utiliser comme on veut, quand on veut, on les manipule. Ça veut donc dire que ce jeune homme n'est pas manipulable. Ça veut donc dire que ce jeune homme n'a pas cédé à un caprice. Tout à fait. Ça veut dire que ce jeune homme n'a pas voulu jouer à un jeu. Et on lui dit, comme on a dit à tous les autres maires qu'on a embastillés, c'est que tu es déjà en train de tomber dans le clos. Fais ceci, ça va aller. Mais un maire ne prend jamais des décisions seul, à moins que je me trompe, monsieur le maire. Le maire a toujours au moins le conseil, ses adjoints, avec qui il s'entend pour dire, regardez, voici la situation, voilà ce qu'on fait. Mais comme c'est lui qui signe en dernier ressort, les autres disent, oh, moi je n'ai pas forcément été là. La mauvaise foi, elle est généralisée. Et je pense que dans ce Cameroun, si on veut bien faire les choses, quand j'ai parlé de réforme, je parle même d'engagement et de textes qui définissent clairement jusqu'aux exceptions. Pour ne pas tomber dans le clou, pour ne pas perdre son budget, comment on prend les décisions, qui doit signer, comment on est engagé, et quand il faut poursuivre, on poursuit même qui. Pourquoi tout le monde marche, tout le monde participe aux réunions, tout le monde marche, mais quand il faut attaquer la mairie, c'est une seule personne qu'on attaque. C'est une sorcellerie qu'il faut arrêter. Voilà pourquoi je convoque rapidement les réformes. Jean-Jacques, tout se tient, et je vais sortir par là, tout se tient dans ce pays. Je vous ai dit que j'ai apporté la Bible du 6 novembre, ou alors un chapitre de la Bible Cameroun du 6 novembre, le discours d'investiture du chef de l'État, où il a dit dans un paragraphe, au moment de prendre mes fonctions, je mesure pleinement la gravité de la situation que traverse notre pays. Je mesure le nombre et l'acuité des défis auxquels nous sommes confrontés. C'est jusqu'à la mairie, hein, jusqu'au village. Il dit qu'il mesure. Ça veut dire que toutes les informations sont remontées à lui. Je mesure la profondeur des frustrations, l'ampleur des attentes. Je mesure l'importance des responsabilités qui vont être celles du président de la République. Il a tenu un discours pour certainement calmer les gens, apaiser les gens, mais il a oublié que ce discours créait de l'espoir. Ce discours préparait les gens à attendre un certain nombre de choses. Il est venu enfoncer le clou le 31 décembre, on ne lui a rien demandé. Il est venu dire qu'il veut faire un remaniement. Une fois de plus, monsieur le maire a dit c'est une question de jour, ça l'engage. Mais moi je veux dire que non. La politique, on dit qu'on ne donne pas sa parole, ce n'est pas la politique, c'est la sorcellerie. Parce que la politique, c'est une affaire de gouvernance, une affaire de gestion, une affaire de mise des énergies ensemble pour développer une nation. Pourquoi un homme politique va se taire? Parce qu'il a peur qu'on ne tienne pas sa parole. Soit il n'est pas sérieux,
soit alors il parle et il se rassure que la parole qu'il a donnée soit suivie et soit respectée. La cacophonie que nous vivons, Poubelle Gate, Pad Gate, Covid Gate. Non, laissons Covid, là, ça c'était avant. Lampadaire Gate. Merci, Lampadaire Gate. Nous sommes en 2026. Nous sommes en 2026. On a laissé les autres. Nous sommes en 2026. Tous les gates là, c'est des signes, c'est des indicateurs pour rappeler au chef de l'État que ce que vous avez dit, les Camerounais vous attendent. Pendant que d'autres disent que vous êtes déjà âgés, vous êtes vieux, nous on voit 43 ans d'expérience, donc capacité de bien faire et de vite faire les choses. L'heure n'est plus à la récréation ou aux excuses, il faut passer aux actes. François, est-ce qu'on comprend ce qui s'est passé à Obala ou ce qui est en train de se passer à Obala? Oui, Jean-Jacques, à deux niveaux. Voyez-vous, lorsque nous sommes sur les territoires, il y a deux dimensions, souvent, qui nous interpellent de façon directe. D'abord, il faut voir le jeu politique, qui voudrait que lorsqu'un maire est mis doit occuper certaines fonctions, s'il vient d'un parti que nous connaissons tous, voyez-vous, il doit être lié. Il faut aller direct, il doit être lié. Et s'il n'est pas lié, on doit trouver des mécanismes pour le tenir. Mais appartenir au parti, il est déjà lié, non? Et pas nécessairement, parce que il va gérer un budget, il va engager des fonds, il va tenir, parce que le maire a quand même 6 dimensions. Hein. Il y a la commande publique, il y a la fonction mayorale elle-même, donc la gestion du mandat, l'exercice du mandat. Il y a les questions de participation citoyenne qui convoquent ici les dimensions liées à la gestion, les rapports avec la population. Vous avez là l'économie circulaire, l'économie sociale et solidaire et tout, et le dynamisme de l'économie locale. Vous avez la fonction publique, donc vos collaborateurs. Et voyez-vous, lorsque le maire arrive, dans la plupart des cas... Vous avez l'état civil. Vous avez les... vous avez jamais ça, parce que vous prêtez serment pour ça. Voilà. Donc, voyez-vous, lorsque vous êtes dans cette dimension-là, quand vous êtes par exemple du RDPC, si on fait une analyse comparative, vous allez voir que prenez des maires qui sont du RDPC et ceux qui sont d'obédience, qu'on peut dire de l'opposition. Vous allez voir que c'est 2 systèmes de management différents. Le modèle n'est pas le même. Parce qu'au niveau du RDPC, vous avez par exemple l'exigence d'être présent et d'engager ou bien de recevoir ou d'accompagner toute la dynamique du parti lorsqu'elle est sur votre territoire. Ça, c'est la première chose. Seulement par ce bloc, vous voyez tout de suite que vous devez faire allégeance aux dirigeants du parti, qui, en dehors de cela, en dehors de votre territoire, deviennent vos évaluateurs, vos contrôleurs et ceux qui adoubent. Parce que, voyez-vous, le maire n'est que... Aujourd'hui, au lendemain du Code général des collectivités territoriales décentralisées, le maire n'est que juge de l'opportunité. Alors, nous restons d'abord au Bala. Donc, là, vous êtes dans le maire politique. Restons le dans la situation. Le maire tourna au niveau de Bala. Ce que nous on peut entrevoir, c'est que le maire tourna, on a besoin de le lier. Le 30 décembre, il est voté. On le porte à la tête de la commune de Bala. Aujourd'hui, on vous dit qu'il y a une autre élection le 6. Le juge, c'est en cela que c'est le lien qu'il voulait faire. Le maire est juge de l'opportunité. Mais le juge de la légalité était là. Le juge de la légalité, mais il n'a pas encore utilisé le juge de la régularité qui est le receveur. Ça veut dire qu'il n'avait pas de signature, monsieur le maire. Je passe sur le contrôle. Donc, le maire n'avait pas encore la capacité d'engager quoi que ce soit. Et vous voyez, c'est en cela que nous, on a un problème. On met ça dans le risque des dénonciations calomnieuses. Parce qu'on vient vous dire aujourd'hui que le maire qui a été l'adjoint du maire de Simon-Pierre Ediba a presté à une enveloppe de 200 millions d'un marché non livré. Est-ce qu'on a la preuve palpable de ce que... Est-ce qu'on nous a sorti les éléments fondamentaux? Est-ce qu'on nous a permis d'analyser froidement pour donc indiquer que le maire connaît une faute de gestion ou bien un détournement? Est-ce que ces soupçons devraient entraîner... Est-ce que ces soupçons même... Parce qu'on est encore au point d'annuler une élection. Oui. Donc, voilà le premier lien. Et comme nous savons donc que nous sommes dans un pays, peut-être où les pratiques là se font souvent pas très loin de chez nous, ça ne se passe pas ici chez nous. On sait que régulièrement, quand on a besoin de vous tenir, il y a des approches, il y a des techniques qui font qu'on va vous mettre à l'étroit. Et vous verrez d'ici vendredi, s'il cède, on va le porter une fois de plus, parce que je vous rappelle que le maire Touna a 30 voix sur 37 conseillers.
Donc, en réalité, il ne souffre d'aucune contestation légitime. Mais les mêmes conseillers sont allés dénoncer. Ça veut dire que quelques-uns de ces conseillers sont finalement peut-être manipulés. Peut-être. Peut-être. Moi, je ne vais pas entrer dans, alors, on a dit que ces l'affaire que vous hypothèses. avez fait là, vous perdrez même tout. Voilà. Et arrangé. Voyez-vous, Jean-Jacques, la commune d'Obala est une commune qui est en train de se rattacher pratiquement à la métropole Yaoundé. Donc, il y a beaucoup d'enjeux économiques sur ce territoire-là. Donc, aujourd'hui, beaucoup de grands projets, que ce soit au niveau du sport, que ce soit au niveau de l'économie, du ministère de l'économie, il y a beaucoup de grands projets qui vont là-bas. Donc, ces enjeux-là font donc que le maire est tout de suite mis à l'écart. On le tient et on voudrait qu'il cède. Ça, c'est peut-être notre analyse. Maintenant, si vous revenez à une autre posture, le maire représente qui? La population. Qui vote le maire? Qui représente la population pour voter le maire? Les conseillers municipaux. Si vous avez 30 voix qui se sont exprimées sur la question est là, 37, qu'est-ce qui s'est passé en 30 jours pour que tous ceux-là qui ont voté massivement sans hésiter, le maire Touna se retourne et commence à faire des dénonciations, si c'est ce qu'on retient, parce que finalement le fond du dossier même est encore assez touffu. Qu'est-ce qui s'est passé du côté d'Obala? On finit de lire, monsieur, 30 jours plus tard, on vous dit que non, on va reprendre l'élection. Bon, à vrai dire, je suis très embarrassé parce que c'est un maire de mon parti. Vous connaissez la proximité, je veux dire l'efficacité même de la section RDPC d'Obala, y compris le maire. Si je m'en tiens à quelques informations que j'ai glanées de part et d'autre, effectivement, le maire Touna a été élu un peu, c'est-à-dire on ne peut pas parler de l'indépendance, d'autant plus que tous les conseils municipaux d'Obala sont du RDPC, me semble-t-il. Et le préfet n'avait même pas signé, comme on le dit. Alors, aujourd'hui, je ne peux pas mettre totalement en cause le préfet, mais j'ai quand même envie de me poser une question, sans être forcément prendre parti du RDPC, c'est-à-dire comme un observateur, parce que on nous dit dans le RDPC qu'à un moment donné, lorsque vous voulez prendre une position qui est la vôtre, vous déshabillez d'abord la casquette du RDPC. Ça, je parle comme un spécialiste de management public. Voilà. Alors, le maire a été élu, et c'est à partir de ce moment qu'on découvre qu'en fait, compas extraordinaire, que le maire avait livré un marché. Il a gagné et il avait gagné un marché. Il n'a pas livré. Et il n'a pas livré, le marché n'a pas été exécuté. Il était déjà adjoint au maire. Il était adjoint au maire. Il dit qu'en temps normal, il ne doit même pas gagner le marché. Oui, en temps normal, il ne doit pas, parce que à partir de là, quand même, il y a ce qu'on peut appeler un conflit d'intérêt. Et je me dis qu'à partir de là, parce que n'oubliez pas que nous sommes à la veille d'autres élections municipales. Et à partir de là, peut-être que certaines personnes auraient pu signaler ça au préfet, qu'attention, parce que là, nous avons affaire à quelque chose qui peut valablement aller au TCS et avoir des problèmes. Alors, regardez sous ce prisme-là. Ça dit, je vais être très honnête. C'est déjà un client du TCS. Oui, si le maire, effectivement, a gagné un marché public, étant un agent au maire, si c'est avéré, et mieux, s'il n'a pas livré ce marché à partir de là, d'une manière ou d'une autre, on peut se désolidariser et dire il ne respecte pas la loi. Parce que n'oubliez pas que nous, dans le RDPC, il y a d'abord le respect de la conformité, le respect de la loi, de la légalité. Ça, on ne s'amuse pas, d'autant plus que c'est à cela. C'est MM. Parce qu'on aurait pu laisser, nous sommes en pluralité là, nous sommes à la veille de l'élection. Imaginez que si cette information s'avère vraie et que les autres, le docteur Mbok utilise ça lors des prochaines élections et nous fait comprendre qu'on a mis quelqu'un qui éventuellement est candidat au TCS, à partir de là, ça peut quand même causer un problème. Et je crois que c'est pour cela que le RDPC aux prochaines élections, moi j'en appelle, et ça je reporte ma casquette politique, dit qu'il faudrait peut-être que pour être candidat du RDPC, il faut remplir... Montrer patte blanche. La conformité. On a toujours fait, mais on n'a jamais vérifié. Mais je crois que cette fois-ci, on devrait vérifier. Il faut avoir la probité. Alors, de deux, la deuxième chose, là où je dis, même si c'était vrai, je crois quand même que le préfet a toutes les informations sur n'importe qui. S'il faut se fier au renseignement, le préfet ne peut pas prendre une telle décision, c'est-à-dire d'aller investir lui-même, superviser des élections et adouber un certain... Parce que ce qui risque d'arriver, la décision qu'on va dire,
on va nous dire que, bon, peut-être il est candidat au TCS. Vous n'êtes pas sûr que les conseillers municipaux vont suivre ça. Et si, avec on fait l'élection et puis le maire est à nouveau réélu, comment ça va se passer? Il faut éviter ce conflit. Et j'ai dit aujourd'hui que le maire a été élu. Si j'étais aussi, je reçois du EDPC en prenant ma position. Non, il faut laisser. Mais le préfet n'est pas le TCS. S'il y a le TCS, oui. Le TS, puisqu'il n'est pas le seul maire qui peut être poursuivi, mais ce qui est quand même malheureux. Malheureux, je crois que les conseillers municipaux du EDPC aussi, moi je suis de ceux qui croient, en fait c'est une position personnelle, hein, que désormais, à l'aube de la décentralisation, je parle de l'aube. Pourquoi? Parce que nous sommes en train d'implémenter ça. C'est en train de s'enraciner. On n'est pas encore à l'heure. Non, ça s'enracine. Il faudrait que pour être conseiller municipal, que ce soit à l'opposition, que ce soit, il faut même être capable de pouvoir lire en compte d'exportation. Vraiment, il faut que nous essayions. Ce n'est pas un problème d'école, ce n'est pas un problème personnel de tel ou tel. Et il faut être capable de ne pas être manipulable. De penser qu'on n'est pas conseiller municipal pour soi. C'est parce qu'on représente une fraction de la population, ni pour le parti. Parce que vous ne pouvez pas croire qu'un Bidima, conseiller municipal, quelqu'un peut se mettre devant moi et dire que non, il faut qu'on monte tel ou tel dossier parce que je suis contre tel ou tel, parfois pour des raisons qui ne tiennent même pas. Parce que les conseillers municipaux qui peuvent être manipulés ou manipulables. Alors, mais voyez-vous, Jean-Jacques, si on laisse cette affaire prospérer, ça voudrait dire que tous les conseillers municipaux peuvent se lever et dire que non, je ne suis pas d'accord avec Jean-Jacques, il faut remettre ça en cause. Parce que quand on gère, on peut toujours faire une petite erreur de gestion d'une manière ou d'une autre. Je crois que ce n'est pas ça qui doit nous guider. Ce qui doit nous guider, c'est la probité morale. La force de comprendre que si quelqu'un accepte d'être maire et il est élu, d'ailleurs le RDPC, c'est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Tous ces gens-là sont des conseillers municipaux et je suis d'accord à ceux qui disent, qui pensent aujourd'hui que peut-être qu'il faut revenir dans les investitures pour que le RDPC soit capable d'assumer véritablement le choix de ceux qui peuvent représenter le parti à des instances supérieures. Alors je conclue en disant, là je ne suis pas d'accord. Et ça je le dis, le préfet est là pour garantir la sérénité. Le préfet est là pour garantir la probité, l'égalité de tous. Et la légalité. La légalité. Le préfet ne peut pas être un jouet que vous dites que vous avez fait les élections un mois après. Comment lui-même il se sent? Alors, mais j'ai dit, parce que le danger, il ne faut pas qu'on se retrouve avec ce qui s'est passé au sud. Le danger serait que ce maire soit réélu. Alors le préfet va refuser je ne sais pas, d'installer ce maire, que non. Je crois qu'il faut aller avec subtilité. Nous devons toujours, nous dans le RDPC, avoir la posture du président national du RDPC. C'est un homme qui parle peu. Il donne pas sa parole. Il donne sa parole. Et quand il donne, il respecte sa parole. Non, il respecte. Parce que je ne suis pas d'accord avec le docteur Mbok qui dit, bon, ben, le président a dit quelques jours, attends, est-ce que la Constitution oblige le président de la République à remanier? Mais non, le président a gagné son élection. Il a gagné son élection. Quand il a gagné, le docteur Mbok était contre lui. Maintenant, dans les prochains jours, l'année a 365 jours. Et le mandat a 365 minutes par 7. Donc, dans les prochains jours, le président sera libre de dire avec qui il faut continuer, mais l'État n'est pas bloqué. Alors je comprends. Il faut aller dans la probité morale. Il faut aller dans le respect de ceux-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a commencé à vouloir bagarrer dehors, mais je le respecte. Dès lors que j'ai appris qu'un maire a eu un problème, ces gens, les maires, ils font un travail. On va arriver sur les maires. Franklin, est-ce qu'on comprend? Le préfet était là le 30 ou le 29 ou le 30 décembre. Il a vu comment le maire Touna a été élu. Il est rentré à Mouna Télé. On a attendu un peu plus d'un mois pour qu'on vous dise, on découvre sur les réseaux sociaux et autres qu'il y a un arrêté qui annonce l'élection. On n'a même pas dit que une reprise. On parle d'un conseil municipal extraordinaire comme s'il n'y en avait pas eu un avant. C'est difficile de comprendre, Jean-Jacques, parce que le maire Touna, qui jusqu'à-là a été élu le 30 décembre, nous pensons qu'avant ce 30 décembre, même si c'est des marchés non livrés,
il a eu le temps d'étudier. C'est pas comme c'est ce jour-là qu'il a déclaré sa candidature. Donc, il y avait déjà des éléments qui montraient il était là, il était adjoint. Il était troisième adjoint au maire. Deuxième adjoint, ok, merci. Deuxième adjoint au maire, Edjiba a décédé. Et c'est quand même difficile pour un préfet qui a présidé ce conseil et que, subitement, pourquoi entre le 30 décembre et puis le 30 janvier, il n'y a pas eu une installation, il n'y a pas eu... Qu'est-ce qui n'a pas marché en réalité? Parce que comme on a précisé tout à l'heure, je disais même encore il a été élu peut-être d'abord, il y a quelques 3 ou 4 conseillers de l'opposition dans la mairie d'Obala. Il y a à moins 3 ou 4. Les conseillers du RDPC, unanimement d'abord validés, avant de se retrouver maintenant en face d'autres conseillers. Oui, finalement 35 sur 37, parce que voilà l'information que j'ai lue avant d'arriver. 36 sur 37, il y a eu 2 abstentions en faveur de Gaël Touna, qu'on appelle dans la zone Charlie Jaguar. Un jeune homme très... Charlie Jaguar. Charlie Jaguar, voilà le nom de... C'est un jet-setter. Hein. Donc voilà le nom, son petit nom dans le secteur à Obala, oui. Charlie Jaguar. Je crois que sur le contrôle, ceux qui maîtrisent bien. Oui. Hein? Très bien. C'est un gars bien. C'est un gars bien. Donc c'est quelqu'un qui... Les jeunes, il est pour les jeunes. À un moment donné, il est d'abord jeune. Oui, il est d'abord jeune. Il est jeune. On se pose la question si son élection a eu un problème de pli fermé. Oui, à un moment donné, on va se poser la question, un peu comme au Sud. Est-ce qu'on n'a pas validé sa candidature avant ce 30 décembre, pour qu'entre le 30 décembre et aujourd'hui, qu'il y ait des manifestations? Est-ce qu'on n'est pas en train de se demander il est sorti d'où? Il est sorti d'où? Est-ce que peut-être... L'élection, c'est bientôt. Oui, est-ce que son élection ne vient pas avoir un changement pour le maire décidé qui a fait 18 ans, il faut le rappeler. Le maire Edjiba a fait 3 mandats. Oui. Là, il décède en octobre. Là. Donc, est-ce qu'il y a des choses qu'avec l'arrivée de Gaël Touna, des choses vont se dévoiler aussi jeunes? On ne doit pas le renverser. Pourquoi le faire en principe à quelques jours de la convocation du corps électoral? Parce qu'on ne parvient pas parce que même s'il est élu, le corps électoral... Parce que même s'il est réélu, le corps électoral convoqué en principe ces jours-ci, ça veut dire que c'est un maire qui peut-être sera là pour 45 jours, 60 jours. Pourquoi donc vouloir encore convoquer une élection? Donc en réalité, il y a des choses qui se cachent au fond de cette histoire. Parce qu'on ne peut pas nous dire là, il n'y a pas eu une enquête du TCS qui est venue entre le 30 décembre et ce jour-ci, pour qu'on nous dise que voilà une raison valable pour qu'on puisse annuler l'élection. C'est quand même embêtant. Il n'y a pas un texte qui parle d'annulation des élections. Oui. On dit juste qu'il y a un conseil municipal extraordinaire qui va se tenir. Encore on dit que ce qui s'est passé le 30 décembre n'a jamais existé. Encore que le RDPC nous a dit on doit rembourser les frais qu'on a donnés aux gens. 2025-2032, c'est grandeur et espérance avec les jeunes et les femmes. Ce Gaël Touna est un jeune. En réalité, c'était même un moyen pour le parti de propulser ces jeunes-là. D'avoir une vitrine. Une vitrine pour montrer que voilà. Il ne faut pas impliquer le RDPC dans cette histoire. Ça reste le RDPC. Ce n'est pas bien d'impliquer le RDPC dans la gestion des ajustements des administratifs ou des ajustements des uns et des autres. Mais il n'y a pas eu de pli quand même. On n'a pas entendu parler de... C'est vrai, on n'a pas entendu parler de pli. Mais on se pose la question... On ne sait même pas s'il y avait un mandataire du comité central là-bas ce jour-là. Il n'y en avait pas. Ça veut dire qu'il y a un problème. Encore qu'il y avait un seul candidat. Il y avait un seul candidat. Le candidat qui était là a désisté. À la fin, un seul candidat. Ce n'est pas comme si peut-être il y a eu 2. Bon, attendons voir vendredi. Le texte dit élection du maire et peut-être un adjoint. Un adjoint. Oui, non, le peut-être là montre que parce qu'il est deuxième adjoint, comme dit... S'il va compétir, il paie. S'il pas compétir, il paie. Ça veut dire qu'on va élire le maire et puis le deuxième adjoint, puisqu'il va bien falloir remplacer... S'il va compétir et qu'il ne gagne pas, il ne redevient pas automatiquement adjoint. Il n'est plus là. C'est le deuxième adjoint qu'on veut... Non, on a dit mais éventuellement adjoint. Donc Sylvestre, monsieur le maire, sur cette affaire. Jean-Jacques, je voudrais avant toute chose convoquer les textes. Parce que là, dans la politique, je vais écarter le RDPC. Que disent les textes? D'abord, lorsqu'on est conseiller municipal, on cherche à s'abstenir d'avoir un marché, d'être prestataire de la mairie. C'est le principe. Pire encore lorsqu'on est dans l'exécutif communal. C'est clair.
Maintenant, ce qu'on reprocherait au maire, moi je dis pas, parce que livrer ou pas livrer, c'est autre chose. On peut gérer ça autrement. Ouais. S'il est prouvé que le maire Touna a effectivement été prestataire, c'est très grave. Et dans ces conditions, qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas le TCS. Si le préfet a la preuve qu'il est prestataire, il ne sera même plus candidat. Oui, ça c'est clair. Il faut dire ça, c'est clair. C'est-à-dire, on suppute là sur les choses politiques, mais je vous dis sur les règles. Il suffit qu'un seul conseil apporte la preuve de ce qu'il dit. Que le maire qu'on a élu a presté ici à la mairie sous le mandat de Idiba, qui était par ailleurs mon ami. C'est largement suffisant. C'est largement suffisant pour que le préfet convoque une session extraordinaire. Ça veut dire que ça ne traite qu'un seul point. L'élection du maire, et lui ne peut pas être candidat. Il ne le sera pas. Si c'est ça. Si c'est ça, il ne peut pas être candidat. Il ne peut pas être candidat. Maintenant, est-ce qu'au niveau politique, le RDPC aurait pu couvrir ça? Habituellement, il couvre. Habituellement. Parce que pour que le préfet convoque la session extraordinaire qui élit le maire, il faut qu'il ait requis préalablement l'avis du MINAT. Aujourd'hui, il y a deux tutelles, tutelle technique, tutelle politique. Il faut qu'il ait requis l'avis du MINDEVEL et l'avis du MINAT. Il ne convoque pas la session extraordinaire seul, avec d'autorité. Les autres veulent qu'il requiert d'abord l'avis, c'est-à-dire qu'il apporte les preuves que, monsieur le MINAT, patron, j'ai des preuves que le maire que nous avons élu a été prestataire, il a violé la loi. Si les preuves sont réunies, on n'enquête plus. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez été prestataire? On regarde les statuts de l'entreprise. Si vous y êtes même comme simple actionnaire, vous avez presté. Ouais. C'est les textes. C'est les textes. Maintenant, je pense que moi, ce qui m'intéresse, c'est la suite. Parce que le maire pourrait être poursuivi ou non. C'est ça le problème. C'est-à-dire, il a commis une faute. C'était un délit d'initié, un conflit d'intérêt. S'il a effectivement gagné un marché, avant qu'il n'ait livré ou pas, parce que la livraison viendra après, pour le moment, c'est le principe. Il sait lui-même qu'il ne devrait pas gagner un marché. Maintenant, s'il a gagné un marché, il y a trois acteurs. La maire de Bala a une commission interne passation de marché. Le maire y est représenté par un homme qu'il désigne. Le maire n'est jamais membre de la commission passation de marché. Jamais. Mais il désigne son représentant. Le receveur municipal y est. Le secrétaire général, quelquefois, y est comme chef de service de marché. Est-ce que tout ce monde, la commission n'a pas vu que ce monsieur était, le marché là été gagné par quelqu'un qui est dans l'exécutif municipal? Peut-être par les prêtres, non. Non, le prêtre non est difficile à prouver. Oui, c'est ça. Le prêtre non est très difficile. Le prêtre non. La preuve. Oui. Et j'ai dit, le préfet Kamsou de la Léquier, je doute fort. Bon, le MINAT, lui, peut le faire, sur un côté. Mais le préfet Kamsou, qui était un monsieur bien formé, je doute fort qu'il ait pris l'initiative de convoquer. Et qui maîtrise à l'équipe, il est là depuis plusieurs années. Depuis très longtemps. Presque tout le monde. Il ne peut pas se permettre de convoquer un conseil municipal extraordinaire pour élire le maire s'il n'a pas lui-même la preuve. Maintenant, si la preuve, ce n'est pas suffisant. Parce que l'autorité politique, et là-dedans, la tutelle, doit donner son avis. On peut estimer qu'en ce moment, on n'a pas besoin de ça, on peut passer. On va pas le réinvestir. Mais s'ils sont arrivés là, ça veut dire que les preuves, j'ai dit, si c'était le cas, les preuves sont patentes. Et dans ces conditions, le maire a se fait de ceci. Il ne sera pas candidat. Mais après ça, il va être poursuivi. Peut-être pas le test, parce que c'est des affaires de moins de 50 millions. Attends, on n'a pas vu les preuves là avant. Non, mais je viens de leur dire que parce que je suppose. On n'a pas vu ces preuves avant, les conseils Lucien. J'ai dit quand même que Lucien moi je n'aime pas cette manière. Il ne s'agit pas d'aimer. On laisse quelqu'un aller jusqu'au bout du gouffre et après on dit que non, voilà, il faut avoir la sincérité administrative. Le préfet est l'homme le plus renseigné. Non, je suis désolé. Lucien Bedima. Parce que, attendez, je vais quand même vous donner une information. C'est le préfet, qui vote le budget, qui assiste au vote du budget, c'est le préfet. Donc, il connaît tout ce qui s'est passé, les gens qui ont exécuté les marchés. Non. Donc, si le préfet a donc laissé ça passer, et pourquoi il a laissé ça passer à ce temps-là et à ce moment-là? Parce que lui, c'est lui qui a signé. Il assiste. Quand on vote le budget, le préfet assiste. Mais ça veut dire que tous les rapports des marchés vont chez le préfet. Oui, les rapports disent non et non et non.
Les rapports disent quoi? Même s'ils vont là-bas, Non, ils ils disent vont pas pas là-bas. que c'est Je un dis genre qu'il ne faut pas Ils ne vont pas venir là-bas. nous humilier parce que moi, ça me fait très mal. On humilie Parce pour le que- RDPC. oui, oui, parce qu'en fait, ce n'est pas normal qu'on laisse quelqu'un qui ne Je pouvait pas suppose être que vous me laissez candidat. pas là. Vous allez Et- parler, vous allez oui, parler. ce n'est pas normal qu'on laisse quelqu'un qui ne pouvait pas être candidat du RDPC. Parce qu'il avait déjà cette infraction qui est très grave, comme vous dites. Et donc, je me dissocie. On est encore sur le conditionnel. Oh, et on est encore puis, sur le voilà. conditionnel. Tout à fait. Vraiment, on est encore Mais sur est-ce que je peux corriger Jacques? Allez-y, monsieur le maire. Donc, c'est disant que si cette information est vraie, le préfet n'a pas d'autre choix que de convoquer, mais après avoir requis l'avis des tutelles, c'est-à-dire le Mindevel et le Minat. Si on arrive là, il ne sera pas candidat. Mais la question qu'on se pose Certainement, ça a là, été présenté avec une certaine gravité. si c'est présenté, si c'est présenté, Oui, oui. le préfet n'a pas de choix. Parce que sinon lui-même, mais je rappelle que le budget est le budget du maire, le préfet n'a rien à voir dedans. C'est ça. Il a tous les rapports. Je suis désolé. Je suis désolé. Le préfet n'a rien à voir dans le budget. Même pas dans le compte administratif. Le compte administratif du maire. Le budget du maire. Le préfet a la tutelle. Alors, le préfet, on peut le contourner si tu ne savais peut-être pas. Lorsqu'on adopte le budget, c'est les conseillers qui sont responsables. Lorsqu'on envoie la délibération au visage du préfet, s'il ne vise pas au bout de 15 jours, il doit rejeter ou pas. On continue sans lui. La loi le prévoit. Donc il n'est pas comptable de ce que vous avez dans le budget d'un ensemble de prévisions. Mais il n'est non plus comptable du compte administratif. Il n'est pas le juge des comptes publics. Le juge des comptes publics, c'est la chambre des comptes. C'est d'abord le conseil municipal qui observe. Le conseil s'occupe des quotités, tout simplement. Hein. Le conseil ne juge pas le maire, il regarde les quotités que est-ce que la quote pas relevant de l'investissement est la même? Bon, forcément c'est bon. Est-ce que on a respecté les cadrages budgétaires, c'est bon? Le juge des comptes, c'est la chambre des comptes qui observe donc. Est-ce que ce que tu as dit là, c'est le détail. Maintenant, la commission des marchés, si le maire a presté, le maire Touna, comment ça a pu échapper à la commission des marchés? Et il dit la deuxième chose, le pouvoir du maire sur la commission des marchés. C'est-à-dire, si le maire il dit, bah, était informé, même après que la commission ait décidé, parce que la commission propose le numéro 1, premier, deuxième, troisième. Oui. Le maire, c'est les preuves que toi, le premier, tu n'es pas, il te remplace. Là, il a ce pouvoir. En réalité, le problème aujourd'hui, ce n'est pas le maire Touna, c'est le maire Idiba qu'on veut déterrer. C'est ça la réalité. Comment le maire Idiba peut passer, a pu laisser qu'un de ses collaborateurs principaux, adjoint au maire, puisse gagner le marché? Il faut questionner ça. Moi, je ne peux pas croire que le maire Idiba, si c'est vrai, hein, parce que je connais, si c'est vrai que c'est ce qu'on reproche, que ça a échappé au maire. D'abord à la commission, au maire lui-même. C'est un problème. Et à tous les conseillers Monsieur municipaux. Non, les conseillers ne sont pas là. Mais on sait que ça ne peut pas, ça ne peut pas échapper. Maintenant, Ça ne peut pas échapper. Si ça échappe, ça ne peut pas l'être. Vraiment. Peut-être qu'avant votre Oui, chute, oui, je je voulais voulais juste- chuter. j'ai voulu préciser quelque Oui. chose, c'est-à-dire que, voyez-vous, il y a dans les mairies, il y a une section qu'on gère soit un peu de façon un peu, j'allais dire un peu tendancieuse, quand ça concerne les programmes. Oui. Voyez-vous, parce que ce dont on parle, c'est 200 millions dans le cadre du PNDP. Voyez-vous. Donc des projets du PNDP. Le PNDP qui est déjà clos. Oui. Donc, voyez-vous, donc à la réalité, on est en train d'aller déterrer. C'est ce On que je est en dis. train d'aller récupérer les cadavres dans des placards pour venir maintenant faire du chantage à quelqu'un. Donc, l'information qu'on a jusqu'ici, c'est ça. C'est 200 millions sur les projets du PNDP. Maintenant, autre chose, c'est que le profil n'a pas motivé ça. C'est pas motivé. C'est pas motivé. Et c'est là où il y a même tout le problème. On n'allait pas subiter. On a l'impression qu'il n'y a pas eu quelque chose Jean-Jacques avant. Zé. Et c'est soit la question que Dr Mbok soulève ici, Jean-Jacques Zé. la communication des institutions. Le préfet n'a pas motivé son arrêté. Tout le monde sait, lorsque tu deviens conseiller municipal, si tu étais à l'école de la Bible, pas l'école des Blancs là, tu sais toi-même que pour que le préfet convoque une session extraordinaire, pour voter le maire, il faut que les preuves aient été données sur ce qu'on reproche à celui qui est là et qu'il ait acquis préalablement l'avis de la tutelle, donc du minage. Tout le monde le sait. D'accord. Lorsqu'il pose cet acte, le sous-entendu n'a pas besoin d'être absolument libellé. Donc le problème qui se pose aujourd'hui, ce n'est pas tant ça. C'est que comment ça a pu échapper à tout le monde pendant 5 ans. Y compris, je rappelle que les marchés du PNDP ont une passion spéciale. Tout à fait, parce que le PNDP avait l'œil. Tout à fait. Comment ça a pu échapper à tout le monde? Et là, on arrive donc
si ça a échappé volontairement aux gens, C'est volontairement. si ça a échappé ne peut volontairement, être nous sommes donc dans le système de chantage. Oui, parce que il faut dire que chaque programme a son manuel de procédure. Bien sûr, bien Donc, sûr. un peu comme le prologue en ce moment-ci, avec la Banque mondiale, Oui. ils ont un manuel de Oui, procédure. procédure. Donc, et qui n'a rien à voir avec la démarche quotidienne Rien à de voir. passation Tout des à fait. marchés du maire. Donc, je vous rejoins donc, si je permets, que si ça a échappé volontairement à tout ce circuit, on tombe dans le chantage politique. Que dans tous les cas, on fonctionne comme mes amis du RDPC. Tout le monde est entendu à la PJ et au CED. Le dossier est mis au frigo. Quand tu nous déranges, on déterre le dossier. Maintenant, qui veut-on poursuivre? Est-ce que c'est le maire Idiba qu'on veut poursuivre après sa mort? Moi, c'est lui le comptable. Hein. Je rappelle que la loi du Cameroun sur les mairies, les études c'est très mauvaise. Vous savez, on a créé une loi qui met le maire et ses gens en conflit. La loi dit quoi, Jean-Jacques Zé? On élit le maire seul et les adjoints par liste. Et l'adjoint au maire n'est pas le maire adjoint. Il ne gère rien. La loi dit seulement que l'un des adjoints doit gérer les affaires sociales et machin, l'autre les affaires financières. Et c'est le maire qui prend un acte disant que le A1 va faire ça. Mais en réalité, l'engagement financier entre les mains d'une seule personne qui est le maire. Ça crée un conflit. Ça veut dire que c'est pas comme en France, il y a les maires adjoints qui sont responsables de leur domaine et qui engagent là-bas. Au Cameroun, la loi a mis en conflit le maire et ses adjoints et par extension à ses conseillers. Vous imaginez, les gens viennent au conseil. Moi, je me rappelle un conseil que je ne dirais pas dans mon village qui est arrivé. Les gens pensaient que le conseiller municipal doit travailler à la mairie. Lorsqu'ils découvrent que les conseillers, il n'a rien à voir avec la gestion de la mairie au quotidien, il fait un problème. Donc, cette loi, aujourd'hui, qui doit être. J'aime dans les réformes. Non, absolument. J'ai dit qu'il faut avoir un certain niveau aujourd'hui. Non, ce n'est pas ça le Il problème. y en a qui veulent avoir les bureaux même à la mairie. Les gens le bureaux à pensent. la Et c'est mairie. pour ça qu'il faut donc Jean Jazé. Et on peut peut-être arriver là. Qu'on essaie de clarifier. C'est-à-dire que ce n'est pas une loi où les gens se battent pour que le président soit en paix. Malheureusement, c'est ce qu'on fait là. Si vous lisez la loi sur l'exécutif municipal, le maire ne peut s'entendre avec personne. Parce que toi, tu as été élu avec les gens comme conseiller municipal, c'est toi seul qui gère. Tu fais comme tu veux. Lorsqu'on juge la mairie, c'est toi seul, c'est l'inconvénient également. Maintenant, la loi permet aux maires d'être protégés également. Les mairies qui ont les commissions de passation de marché, on protège le maire. Tu peux voir ça de loin, décider comme arbitre après. La deuxième chose, c'est que l'État te donne un conseiller, un receveur municipal, qui est le comptable public, et le secrétaire général. Pour certaines mairies, il y a même des contrôleurs financiers et autres. Ouais. Tu peux te cacher derrière tout ce monde. Et la loi prévoit, c'est comme un effet. Comme le maire ne signe pas dans le compte de la commune, l'engagement du maire, c'est le mandat, ça s'arrête là. Le maire ne signe pas le chèque de la commune. La loi prévoit que le maire puisse mettre en hypothèque les biens des signataires dans le compte public de la mairie, de receveur. Mais la gestion humaine entre le maire et ses collaborateurs empêche généralement tous les maires d'arriver à ce point. Et là, c'est ça que donc, quand le receveur commet la gaffe, on vous dit, mais vous avez les moyens de protéger cette gaffe. Vous ne l'avez pas fait. Vous êtes poursuivi. Donc, c'est autant de choses. On va arriver pour on va entrer justement dans le vif du sujet juste après l'escale partenaire. Les votants ont réalisé que la sorcellerie les a envoûtés. Et aujourd'hui, ils dénoncent le vote. Voilà le problème. Ah, qui a? Donc, il y a la sorcellerie qu'ils ont voté sans savoir. C'est compliqué. Bonsoir à vous sur le plateau. Didier Mao, c'est mon nom. On a coutume de dire que lorsqu'on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. L'élection du maire de la commune de Bala est à nouveau convoquée pour la simple raison que la première avait été convoquée par le maire par intérim, alors qu'elle aurait dû être convoquée par le préfet selon la loi. Le préfet a essayé de régulariser la situation que les détracteurs avaient déjà rédigé une requête aux fins de l'annulation. Tout ce qui se raconte là n'est que pure invention. Le maire Touna Francis est combattu à tort par les pontes du régime. Il sera d'ailleurs réélu vendredi prochain. S'il est candidat. Voilà, et ça aussi, il faut attendre. C'est pour ne pas être candidat. Bonsoir, monsieur. Et à ton liste panel, pour l'élection du maire de Bala, cela représente la figure que nous montre le Cameroun présentement. Il y a des clans qui se battent pour le pouvoir. Comment un préfet est présent lors d'une élection, celui-là qui représente la République, mais après, on vous dit qu'il faut refaire une élection parce qu'il y a soi-disant détournement. Mais pourquoi valider sa candidature s'il y a des déficits? Vraiment, Jean-Jacques Zé, nous sommes perdus au Cameroun. Cela montre aussi que au RDPC, on n'est plus serein. C'est Thierry depuis Douala, même si Lucien estime qu'il faut enlever le RDPC sur ça. Monsieur Nieka a raison.
le développement local est victime de mauvaises lois. Comment comprendre que pour gérer 2 collectivités territoriales décentralisées, la région et la commune, vous rédigez une loi portant code des collectivités territoriales décentralisées avec plus de 500 articles. Une telle loi ne peut pas être appliquée. Pour que le développement local soit effectif, il faut boucler le processus d'implémentation de la décentralisation qui est bloqué à l'étape du changement de l'organisation territoriale de l'État, suivant l'article 67 alinéa 5 de la Constitution, en vertu duquel il est attendu que l'organisation territoriale de l'État reste inchangée jusqu'à la mise en place des régions. Et ceci n'est possible que par l'organisation de l'acte 2 du grand dialogue national de Ngoulou Vundi Vincent depuis Douala, une intervention très profonde sur la problématique. On va peut-être prendre un ou deux autres messages concernant cette situation un peu difficile du côté d'Obala. Très difficile. Alors, on va d'abord s'arrêter pour prendre un verre d'eau parce que derrière, on va parler justement des communes, des maires, outils politiques ou leviers de développement. Un verre d'eau s'impose. Buvez la vie. 00. Email event@avoisa.org. 2030 est une année cruciale, une année importante. C'est dans 4 ans. Le Cameroun, comme les autres pays de toute l'Afrique, fait face à des défis importants dans le domaine des énergies et dans le domaine des hydrocarbures. Il s'agit pour nos pays et pour le Cameroun en particulier de trouver des politiques intégrées en matière de développement des énergies, de fourniture d'énergie aux industries et aux ménages. Il s'agit également en matière d'hydrocarbures d'assurer l'exploitation de cette ressource primordiale, sa transformation et son utilisation dans le développement de l'industrie chimique et pétrochimique en particulier. Nous avons donc créé Oleum System Consulting, ce cabinet d'expertise qui a pour objectif de conseiller en matière stratégique les États, les acteurs industriels dans les projets de développement concernant ces secteurs. Après une longue carrière de plus de 30 ans, j'ai acquis donc une certaine expérience et j'ai décidé de m'associer à d'autres experts professionnels pour nous mettre ensemble et tous réfléchir et conseiller donc les États et les acteurs industriels. Pour toutes vos préoccupations et vos projets, contactez-nous dès maintenant. Merci à tous ces partenaires qui nous font confiance. Merci également à celui qui est sur le plateau, comme tous les soirs, les Makouma de Plantes de Vie. Bonsoir les Makouma. Bonsoir Jean-Jacques, merci encore de l'amitié que tu me fais cet après-midi en m'invitant sur ton prestigieux plateau avec des invités de marque. La bonne nouvelle, c'est quoi pour ceux qui te regardent? La bonne nouvelle, c'est que le produit Rhumatox, il est toujours disponible pour des personnes qui sont victimes d'arthrose, de rhumatisme, des nerfs sciatiques et même de la goutte. Nos parents ou bien nos grands-parents là, qui sont victimes des douleurs lombaires, des douleurs au niveau du bassin, des douleurs au niveau du bas du dos, des douleurs au niveau de la colonne vertébrale qui n'arrivent pas à se déplacer normalement, ils sont obligés de tenir une canne par la main, bien d'appeler quelqu'un pour les venir en aide pour leurs différents déplacements. Alors nous avons mis sur pied le produit Rhumatos qui vient donc dans un premier temps renforcer le système immunitaire et dans le même temps renforcer le cartilage. Parce que de manière naturelle, une fois qu'un individu a atteint l'âge de 45 ans, 50 ans, 55 ans par là, de manière naturelle, le système immunitaire commence à s'affaiblir de manière naturelle. Alors le produit Rhumatox vient donc renforcer votre système immunitaire et aussi renforcer le cartilage. Parce qu'une fois qu'on a un système immunitaire qui s'affaiblit, automatiquement on aura les problèmes au niveau des os. Là-bas c'est indéniable en fait. Nous avons donc des personnes là qui ont des douleurs au niveau des genoux, au niveau des chevilles. Elles ont du mal à se déplacer, elles ont du mal, donc quand elles se sont assises, elles ont du mal à se relever naturellement sans avoir, toujours d'avoir des douleurs au niveau du bassin ou bien au niveau des genoux.
Alors, le produit Rhumatox vient donc renforcer les os et à côté aussi des personnes qui sont en surpoids et que les os n'arrivent pas à supporter la masse corporelle, le produit Rhumatox vient vous apporter des solutions. Le plan de vie n'a pas que le produit Rhumatox, nous avons à côté le produit, le King Tapé Tapé, qui concerne essentiellement les hommes. Pour ces hommes-là qui ont les problèmes de troubles érectiles, alors il vient donc renforcer la libido de l'homme. Pour ces hommes-là qui ont les problèmes de faiblesse sexuelle ou bien éjaculation précoce, voire même les problèmes de reprise de l'âne. Parce que Jean-Jacques, il faut le dire, il y a des personnes là qui, une fois qu'elles ont éjaculé, pour qu'elles puissent avoir une érection à nouveau, il faut attendre parfois 2 jours, bien peut-être le lendemain. Alors, ce n'est pas normal. Nous avons donc mis sur pied le produit King Tapé Tapé pour que ces hommes ne soient plus frustrés, pour que ces hommes-là ne soient plus dérangés dans leur peau. Alors, le produit, parce que nous les hommes, nous travaillons beaucoup en journée, et surtout quand nous sommes en politique comme tes invités actuellement, on réfléchit beaucoup, on pense à des stratégies, et très souvent, ça nous stresse. Et un monsieur qui est stressé de manière permanente, forcément, il aura les problèmes de troubles érectiles. Parce qu'il faut le dire, la faiblesse sexuelle ou l'éjaculation précoce ne sont pas des maladies, mais les symptômes de maladies. Jean-Jacques, si tu me le permets, je voudrais encore dire à toutes les personnes qui nous regardent actuellement que le produit Open Sex est toujours disponible. Ce produit-là qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital de manière normale pour ces personnes-là qui sont victimes du petit appareil génital ou bien du rétrécissement de l'appareil génital. Nous avons 3 formats. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes et le petit qui augmente entre 1 et 2 centimes. Yaoundé, nous sommes situés au quartier Kolondongo, Carrefour, Iptec, à l'immeuble Baïga Center, face Maison du Parti ou Maison de la Femme. Douala, nous sommes situés à la Cité des Palmiers, derrière le lycée de la Cité des Palmiers, et nous sommes aussi à Aquanor, ancien hôtel Madiba, lieu dit Église Salem. Merci Lema Kouma d'être passé par ici. Je rappelle qu'il y a un petit mot qu'on a vu vers toi, là même, quand vous parliez. Aujourd'hui, il n'a pas le même produit. Format grand, grand format, le moyen format, il y a le grand format, le moyen format, le petit. Et il y a des gens qui veulent tester. Non, là-bas, ça ne souffre de rien. Dès que je viens avec, comme toujours, je me propose déjà de servir le docteur Mbok. Il sera satisfait. Vous avez oublié ça aujourd'hui? Non, Père Bédima, tu connais que je te mets toujours bien. Il doit nous faire le compte. Il a fait le témoignage, en fait. D'accord. Mais si on redemande toujours, c'est qu'il y a un effet positif. Bien évidemment. Il t'aurait dit que va avec ton là. En principe. S'il avait été dessus, tu aurais dit que vraiment, d'accord, merci les Makouma d'être venus. Merci beaucoup. Allez, bonsoir le plateau. Finalement, les maires du Cameroun, RDPC entre parenthèses, souffrent ces jours. Voilà Liboire Angonor, maire de Biombané au sud, qu'on a mis à Kondengui pour détournement. On laisse les vrais voleurs pour venir arrêter un faible. On cherche déjà aussi Ndo Gervais. Soyez calmes. Dans quelques jours, ne soyez pas surpris pour ce qui est de Ndo. On espère que ce ne sera pas ça. Les vrais voleurs sont là. Et tous, ce sont les plus faibles qu'on traumatise. Le pays ici, même au diable, on rendra compte. Je ne sais pas si on rend souvent compte au diable. Bonsoir le panel. Pourquoi tes invités semblent prendre fait et cause pour les maires sur le plateau? La majorité de ces maires sont du RDPC et le président parle de la lutte contre les détournements des deniers publics. Les maires sont des justiciables et se doivent de respecter la fortune publique. Nous félicitons le TCS pour son travail. C'est Molu de Yaoundé qui semble avoir observé que vous prenez fait et cause pour les maires. Pourtant, ils sont des justiciables et surtout qui gèrent la fortune publique. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Bonsoir Monsieur Sémé François. Le maire d'Obala est victime d'un chantage. La loi qui est fait face à 2 camps qui discutent le leadership, à savoir le camp du décédé Ndongo Essomba et le camp de Eyébea ici, qui règne actuellement dans toute la Léké. Le nouveau maire d'Obala fait partie du camp de l'ancien leader décédé. À l'heure actuelle, s'il veut être maire, il doit accepter les conditions qui lui sont proposées par le camp qui tient les rênes dans le département de la Léké. Merci Eric Mbassi, depuis Bertois. Le nom parle, Eric Mbassi. Le nom parle dans la Léké, dont on dit Mbassi. N'est-ce pas? Alors, dans ces conditions, est-ce que les communes et les maires peuvent être considérés comme des véritables leviers de développement ou simplement des outils politiques, des objets politiques qu'on peut manipuler quand on veut? Docteur. Alors, je l'ai dit d'entrée, je vais le redire parce que je vais exhorter mon grand frère Bidima à bien se préparer, à bien serrer la ceinture.
Parce que Il n'est pas maire. il va courir. Ah d'accord. Au nom du RDPC, il va courir. Et sur tous les plateaux, les gens vont rappeler au RDPC que vous avez tout fait pour être au pouvoir. Alors gérez, donnez-nous les résultats qu'on attend. Donc qu'ils ne se sentent pas dérangés. Dans tout fait là, il y a quoi? Non, ça c'est notre sujet. Qu'ils comprennent bien que il ne doit pas être dérangé de ce qu'on indexe tout le temps le chef de l'État, parce qu'en fait, dans une nation, tout se tient. Même le sujet de la décentralisation, le sujet de la mairie, tous les sujets, ça se tient. Les gens à gouverner, on l'a dit, c'est prévoir. Mais vous voyez, les anglophones disent foresee. C'est-à-dire que se projeter dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Quand nous parlons de réformes, ce n'est pas un slogan. C'est qu'il faut que dans cette nation, on apprenne à nous projeter en tenant compte de la mondialisation. Les autres nations réfléchissent à être plus fortes dans 30 ans, à être plus fortes dans 20 ans, plus fortes dans 10 ans, parce que la démographie va augmenter et naturellement les défis sociaux vont augmenter. Si on ne se prépare pas à ça, on va tout le temps être en train de vivre en fait les situations qui semblent surprenantes dans les mairies, dans les établissements publics, dans les ministères, tout simplement parce qu'on n'anticipe pas. Et le deuxième volet, c'est même savoir s'arrêter, s'adapter pour se donner les moyens de pouvoir traiter les problèmes que nous avons en face de nous. Jean-Jacques, sur la même table, un dit, nous sommes à l'aube de la décentralisation. L'autre dit, hein, après 30 ans, celui qui est à la maison, là, qui nous regarde, il sursaute. Il se dit, il y a un problème dans ce pays. C'est comme si on dit une chose et allez vous débrouiller à comprendre comme vous voulez comprendre. Chacun va comprendre. Chacun comprend ce qu'il peut. Oui, débrouillez-vous. Vous dites que vous n'êtes pas responsable de la compréhension des gens. Et mieux vous êtes responsable de ce que vous avez dit. Très bien. Mieux encore, chaque camp peut se défendre à la perfection. Le RDPC peut vous démontrer pourquoi ça fait 30 ans pour que la fête s'y marche. Non, parce que ça ne marche pas, ils sont à l'aube. Non, ça décolle. L'aube, ça commence. Il peut vous démontrer pourquoi ça fait 30 ans que ça va commencer. Voilà. Un autre va te dire que mais ce n'est pas normal qu'après 30 ans, rien n'ait commencé. Et les deux camps vont s'affronter, vont discuter, vont argumenter, comme le mandat impératif, et puis à la fin, on aboutira au vent. Parce qu'on ne se projette pas dans ce pays. On est toujours en train de gérer les affaires là, qui sont devant notre nez. S'il n'y a pas de réforme, Jean-Jacques, les problèmes vont aller crescendo. Dans tous les secteurs, dans tous les sens, dans tous les milieux. Regardez Kamwata qui vous dit qu'on va mettre les bonnes fontaines en 2026. Les bonnes fontaines, c'était une affaire de 1980. Années 80. Il en parle, mais avec une fierté. Vous vous dites, attention, il parle d'où, de quoi? Et il est à l'aise dans ça. Mais de l'autre côté, le minier vous annonce que non, on a déjà pris toutes les dispositions pour que tout Yaoundé soit approvisionné en eau. Ce n'est qu'une affaire de tuyaux qui n'arrive pas encore à circuler fondamentalement dans les quartiers. C'est le même Cameroun. On parle de l'eau. Voilà deux structures qui gèrent l'eau. Chacune tient son discours. S'il n'y a pas de réforme dans ce pays, on va passer le temps à s'invectiver. On va passer le temps devant le TCS, passer le temps à Kondengui. On va toujours tourner en rond. Depuis combien d'années les ministres sont enfermés? On ne fait qu'enfermer et on risque encore d'enfermer parce qu'on ne veut pas affronter le véritable dragon de cette nation. Parce que la gouvernance, elle est obsolète. Elle est vieille, elle est dépassée. Et on dit à ceux qui gouvernent que vous ne perdez rien à l'actualiser. Vous ne perdez rien à vous asseoir et à reconsidérer les vrais problèmes qui sont ceux des Camerounais et pouvoir donc les attaquer. On a les élections locales. Le développement même, c'est quoi finalement? Parce que certains vont vous raconter beaucoup de choses. Pour moi, le développement, c'est la mise en valeur de votre plus-value qui aboutit à l'industrialisation. Et l'industrialisation crée des richesses. Vous arrivez à votre monnaie et parallèlement, les infrastructures se mettent sur pied. Non, parce que les infrastructures mettent en route votre développement. Chez nous, en Afrique, on pense au développement en termes de building, en termes de grands stades, en termes d'infrastructures qui devraient accompagner en fait le développement. On se rejoint d'une manière ou d'une autre. Juste pour dire, Jean-Jacques, que si nous, on a une notion de développement, un autre vient vous dire, développement, c'est qu'on est en train de construire le stade de Lembe, qui a même un hôtel en dessous là. Et l'autre vous dit que non. On a les chambres témoins qu'on verra cette le développement, c'est pas les lampadaires qui éclairent tous les villages. Le développement, c'est les lampadaires. Ainsi de suite, on ne s'en sortira pas. Je sors en disant qu'on gagnerait
dans cette nation, c'est pour ça que je ne vais pas entrer dans le détail, les autres vont parler. Oui. On gagnerait dans cette nation à pouvoir nous asseoir et à nous parler d'abord comme des Camerounais, pas comme RDPC et autres. Quand l'élection présidentielle est passée, il y a bien un président. Maintenant, on construit le pays. Et quand on construit le pays, c'est que tout le monde amène son intelligence et sa sagesse, qu'on sorte de la campagne électorale tous les jours. Est-ce qu'on peut bâtir justement ce développement à travers les communes au regard du climat actuel? Vous travaillez avec les communes au quotidien. Les maires sont parfois entre le marteau et l'enclume, entre l'élite et le comité central du RDPC, entre gérer tous les deuils du village, gérer tous les championnats du village. Est-ce que finalement, ils ne sont pas que des outils politiques? Oui, Jean-Jacques, la première chose qu'il y a dans les communes, c'est qu'on a supprimé la compétition. La compétition électorale, la compétition qui voudrait que le maire aille proposer son programme et que les populations se valident et le scrutin n'est pas direct. À double ce qu'ils proposent. Oui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour faire un clin d'œil aux élites, et ce qui se passe par exemple dans la Lèque, vous avez vu un message tout à l'heure, là, c'est oui, il y a la bataille des élites, parce que les élites ont choisi aussi cet territoire souffre un peu d'anthropophagie en ce moment. Et aussi, il y a quelque chose, c'est difficile lorsque vous êtes sur un territoire, parce qu'il faut aussi savoir que les territoires ne sont pas les mêmes. Si vous êtes au nord, c'est un peu différent comme quand vous êtes dans le littoral ou au sud. Si vous prenez par exemple la commune d'Obala, vous allez voir qu'il y a deux grands groupes ethniques, les Mvokani et les Essélés. Et il y a souvent comme un esprit, et il y a d'autres groupes, mais il y a souvent comme une intention de rotativité. Donc, si tel groupe a passé un moment, il faut passer la main à l'autre. Ça, c'est des enjeux qui sont des éléments factoriels qu'on ne voit pas tout de suite, mais qui influencent toute la dynamique managériale. Maintenant, on gère 3 secteurs. Voilà. Codebos, Codebas et Codco. Voilà. Il faut que c'était Codebos que ça passe à Codebas ou que ça passe à Codco. Voilà. Vous voyez donc en venant avec nos analyses qui sont purement scientifiques, managériales et autres, on peut se fourvoyer. Donc, on reste et là, c'est les éléments purement subjectifs. Et là, je reviens maintenant à ta question, Jean-Jacques, pour indiquer que lorsque les maires choisissent de venir à la tête des exécutifs, là, je dois déjà d'abord saluer la bravoure et parce que le maire a quelque chose, il a un mérite. Parce qu'il a l'âge encore qu'on considère au Cameroun, l'âge des jeunes. Vous voyez, on finance, à la semaine, on finance les jeunes de 55 ans. Ça, rassurez-vous, allez au ministère des PME, on finance les jeunes de 55 ans. Donc, je crois qu'il est encore très jeune pour le Cameroun. Donc, on a 55 ans. Donc, à la réalité, et il a fini un mandat, il est allé au quartier, et vous voyez, il ne s'en plaint pas. Donc, il faut déjà d'abord dire aux maires que si vous constatez que vous ne pouvez plus tenir, laissez la place aux autres. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose étant... Qui a laissé d'abord la place aux autres? Bon, je prends le cas de... je prends le monsieur, un modèle, monsieur Niek. Donc, et maintenant, il faut revenir. S'il faut revenir au niveau de la gouvernance, il faut comprendre que les maires, j'aime toujours prendre, c'est des gens qui ont expérimenté 4 ou 5 externalités. Vous prenez... Il y a les maires qui ont connu la période post-Covid, où nous étions tous en confinement. Ils ont expérimenté le Code général des collectivités territoriales décentralisées, et où personne n'avait véritablement la maîtrise des outils, des leviers et tout ça. Vous avez tous connu le problème de Penja avec la pouzzolane, le problème de la pouzzolane. Et ce n'est pas réglé. Ils ont connu les contentieux post-électoraux qui, pour certains maires, ont pris beaucoup de temps. Je vais vous prendre 2 cas. Le cas du maire de Garoboulaye, qui est de l'UNDP, et le cas du maire de Betaroya. Le maire de Betaroya fait 11 mois, il n'avait pas de signature. À Garoboulaye, ça a pratiquement été le cas. Donc, la période, la crise, le contentieux post-électoral, en 2020 d'abord, a réduit, pour certains maires, le temps de l'exercice du mandat. Parce que c'est l'un des domaines. Et maintenant, quand on vous a déjà pris dans cet étau-là, vous ne pouvez donc plus engager. Prenez un autre cas maintenant, vous revenez, nous sommes en fin d'exercice maintenant, là nous sommes plus au début. Vous allez voir qu'on est donc dans une espèce de déstabilisation et de chantage et de pression, et beaucoup de maires n'exercent plus. Parce qu'il faut avoir l'investiture. C'est ça. Vous êtes exposé parce que cette affaire d'investiture-là vous expose à ces chantages, justement. Ceux qui veulent arriver, vont nous des relations incestueuses avec l'élite vicieuse, et on peut vous embasser comme on a fait au Languina,
sans preuve, et puis le lendemain, vous dites non, retournez encore au quartier, et puis c'est fini. On ne sait pas trop comment. Et maintenant, si vous voyez le document qui place en détention le maire de Biombane, vous voyez que c'est d'abord 6 mois. Ça veut dire qu'on peut le libérer. Ça, c'est l'instruction. On peut le libérer. Ce que je voulais indiquer ici, c'est que... dure 6 mois renouvelable une seule fois. On peut le libérer en août. Ce que moi, je voudrais ressortir, c'est qu'on peut le libérer en août. Et il ne sera plus candidat à l'élection. Donc, c'est ce... Il peut. Si l'élection prouve qu'il n'a rien à voir avec ce qu'on lui reproche, l'élection, c'est la fin du mandat, c'est le plan. L'élection peut se passer en août aussi. Non, là nous sommes d'abord... L'arithmétique politique aujourd'hui permet que le président ait encore ses 90 jours de prolongation des mandats communaux. D'accord. Il faut le savoir. C'est légal. Pour ce qui est donc acté à ce jour, nous savons déjà que le mandat va à son terme le 31 mai. Bon. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de manipulation. Pour empêcher certains, et je ne suis pas uniquement au niveau des maires même du RDPC. Vous allez retourner dans certains partis, vous allez voir que le maire des ECA a eu ce problème. Donc l'idée ici, c'est d'indiquer que il y a des batailles politiciennes et il y a aussi des réalités. On ne dit pas que tous les maires doivent... On peut leur donner la communion sans confession. Les maires passent beaucoup de temps à régler les petits conflits à gauche et à droite qu'à travailler. À l'heure du bilan, justement, on commence à chercher le bilan. On oublie qu'il a passé 11 mois à essayer de régler la crise post-électorale ou à avoir une signature ou à régler les problèmes du certain. En cela, peut-être je vais chuter par là pour indiquer qu'il n'y a rien de plus difficile que de gérer au quotidien la population. Ouais. Les besoins et les désirs de la population au quotidien sont à votre bureau. Et c'est extrêmement difficile parce que, voyez-vous les promesses de campagne. Quand quelqu'un fait les promesses de campagne, il va vous dire non, je vais employer 60 jeunes. Et l'équipe qu'il a accompagnée durant le mandat, qu'est-ce que vous voulez que l'équipe fasse? Lorsqu'il devient maire, il va recruter les compétences. Et les compétences vous conduisent directement au fautes de gestion parce que vous allez engager des ressources pour poser sur des individus qui n'ont rien à voir avec la gestion des projets, la gouvernance et ainsi de suite. Et c'est vous qui êtes comptable à la fin de toute leur malversation, de toute leur incompétence. Alors, le maire de la ville de Bolova n'arrive pas à travailler depuis qu'il est là, à cause des hauts cadres du RDPC. Le maire Libois a tous les problèmes parce qu'il a dit non depuis le début au cadre du RDPC. Il y a un receveur municipal ici à Bolova qui loue une maison de près de 200 000 francs par mois et qui a un véhicule de près de 24 millions. Que les hauts cadres du RDPC laissent les maires travailler. Le pays ici voit sûrement la flamme qui est le symbole du RDPC et ceux dans quoi le parti va nous laisser, pas dans les flammes. Le plateau, s'il vous plaît, laissez Libois, ne sortira plus. Le RDPC est rempli des diables. Tu t'opposes à eux, ils foutent votre vie en l'air. C'est ce que ce message est en train de dire. Est-ce que ce n'est pas ça qui complique la vie des maires? Ils ont d'abord les textes qu'il faut comprendre et autres. Maintenant, il faut gérer tout cet environnement qui fait plusieurs pressions et qui veut utiliser les maires. Quand il y a événement politique, c'est le maire qui doit transporter les militants. On ne demande même pas son avis. Le 20 mai, le 11, il y a des étrangers, c'est le maire. C'est plus politique qu'acteur de développement. Le maire est obligé d'être les deux à la fois. Mais la première condition pour qu'un maire soit tranquille, c'est qu'il soit têtu. Qu'il soit têtu. Qui se disent que le code pénal condamne la crainte révérentielle. En l'absence de réforme, qu'il n'obéisse pas à un ordre illégal. Monsieur Bidima l'a dit. Si vous le faites, vous serez combattu par l'autorité administrative pendant 1, 2, 3 ans. Mais à la fin, les gens vont s'aligner. Moi, je pense, parler de soi, peut-être, c'est pas bon. L'actuel préfet du Vouri, qui est très brillant, administrateur civil principal, nous avons passé ensemble 2 ans, on ne se parlait pas. Parce que dans sa compréhension de la tutelle, il était le patron du maire. Et moi, je me comportais comme un élu. On a fait 2 ans, on ne se parlait pas. Il y a des agents comme nous qui ont été instrumentalisés, qui nous ont mis à feu, à sang. Mais le jour qu'il a compris, nous sommes devenus de bons amis. Qu'en réalité, nous sommes 2 associations qui concourent au bien-être des populations. Ça s'est bien passé. Le dernier préfet, en 2020, Peter Tchende, pour ne pas le nommer, m'avait écrit pour me demander de donner 1 million de francs au sous-préfet pour organiser l'action de plein droit. Je lui ai dit, j'ai parcouru la législation, je n'ai pas vu, et je ne le ferai pas. Et je ne l'ai pas fait.
Donc, si vous le faites, vous le prenez pendant un an, mais après, les gens vont comprendre que c'est vous qui avez raison et ils vont s'aligner. J'ai géré le conseil municipal, il y avait 6 conseillers que, en 2013, là, c'était vraiment le ramassis et tout, qui ont voté non à toutes les délibérations, même celles qui faisaient leur promotion. Votaient non. L'opposition sans position. Oui. J'ai choisi d'élever le débat. C'est lorsque la commission des finances siège, on attend que vous leur donniez de l'argent. Je ne suis même pas là. Vous ne me voyez pas, donc je ne vais pas vous donner l'argent parce que je ne suis pas là. Et à la fin, je vous mets au début. Lisez le compte administratif, critiquez-le. Les maires tombent généralement dans le coup de la facilité. Vous allez voir le préfet pour vous entendre avec lui. Vous n'avez pas à vous entendre avec le préfet. Main dans la main. C'est la main dans la main. Ouais. Vous entendez avec le président de la commission des finances. Vous entendez avec tel. À la fin, vous répondez seul. Mais quelqu'un m'avait dit ça quand j'étais à monsieur, que quand tu vois le préfet et le maire main dans la main, c'est que le maire là n'est pas bon. Je ne sais pas si c'est bon ou pas. C'est un bon maire. Vous savez, je prends le cas. Là, si vous lisez le budget communal, le cadre budgétaire veut que vous accompagnez l'autorité administrative. Il y a ça. Mais on ne dit pas comment. Lorsque vous lisez le code sur le CTD, on vous dit comment. Le maire est l'ordinateur du budget communal. Il en est le juge d'opportunité. Lorsqu'il y a le 20 mai, le préfet vous donne l'argent. Ne donnez pas l'argent, Jean-Jacques Zé. Faites ce que vous avez à faire et justifiez-le de façon claire. Vous devez pas avec le préfet 1 an. La deuxième année, il va comprendre que celui-là n'est pas comme les autres. Mais il se passe malheureusement que ça, c'est dans les mairies gérées par d'autres personnes que les militants du RDPC. J'avoue que c'est très difficile. C'est très difficile. Et c'est pour ça que j'ai dit, le maire les maires d'autres partis sont des agents de développement, à la limite de leurs compétences personnelles, de l'accompagnement qu'ils veulent faire de leur parti politique. Mais c'est du RDPC, j'avoue que c'est très difficile. Mais tout ça c'est fait, c'est le président qui en est responsable. Je vous explique pourquoi. Tant qu'on va faire... Il est aussi maire. Je vous explique pourquoi. Je vous explique pourquoi. Je vous explique pourquoi. Bidima, c'est lui. Qu'est-ce que le super maire? C'est lui. Bidima, c'est monsieur le président qui définit la politique de la République. Oui, mais c'est pas lui qui l'a pris. Y compris la politique municipale. Y compris, c'est lui. Maintenant, il a mis dans le code sur le CTD le principe de concomitance. Le ministre peut faire le travail du maire et c'est légal. C'est pour ça qu'on vous dit qu'un ministre va mettre des lampadaires dans toutes les communes. Parce qu'au nom du principe de la concomitance, c'est-à-dire en réalité, l'argent déjà à décentralisation peut être utilisé par le ministre pour faire les routes communales, c'est légal. Le maire peut faire ça, c'est légal. On peut transférer au passé, c'est légal pour qu'on fasse pour les communes. Voilà le problème. Ça met les gens en conflit. Comment vous pouvez... Quelqu'un, volontairement, peut se délester de l'argent qu'il peut utiliser en vos lieux et places? Jamais. Il ne le fera pas. Et c'est le principe qui a tué au Cameroun. Au Maroc, là où ça marche, on a transféré aux communes 4 compétences seulement. Au Cameroun, il y en a 28. On met ça à 40, pour rien. Au Maroc, les maires font l'eau, l'électricité, l'assainissement et les routes. Terminé. Donnez ça aux maires, exclusivité, il n'y aura plus de problème. Qu'on ne trouve pas un ministre en train de donner un marché d'une route dans une commune. Sauf si la route traverse la commune pour aller en... On me dit que c'est les travaux enrichis. Que c'est les travaux enrichis. Qu'on ne trouve pas un ministre en train de vouloir mettre les lampadaires, là on ne lui demande pas. Si vous, Jean-Jacques, lorsque vous parcourez les plans communaux de développement, vous allez voir qu'à l'intérieur, chaque commune a choisi son mode de développement. Vous avez à faire 5 projets économiques, vous donnez les priorités. Chaque commune a choisi. Mais il arrive que le lampadaire, je n'ai vu ça dans aucune commune. Le lampadaire. Parce que la loi a permis à la commune de développer sa propre énergie, y compris soleil. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait une loi, on fait un autoblocage. Lorsque vous allez à l'Arcel, on va vous dire que les communes peuvent faire les barrages, mais ça ne peut pas dépasser 1,5 MW. Vous êtes bloqué. Aucun financier sérieux ne peut investir sur 1,5 MW. Il vous abandonne. Et du coup, c'était un piège à con qui permet que le ministre vienne faire, parce que lui, il peut obtenir le gré de 21 milliards pour mettre le lampadaire partout. Qui lui a demandé ça? Donc le problème, c'est la loi qu'il faut changer. D'accord. Si on ne change pas la loi, deuxième chose, Jean-Jacques Zé, je finis par, dans la coopération internationale décentralisée, vous avez beau être l'ami d'un maire américain qui dit je vais vous aider, vous ne pouvez pas. Parce qu'il faut l'accord explicite et préalable de la tutelle. C'est-à-dire, moi je prends un cas, parce que ces gens sont vivants. L'actuel EG, l'Assemblée nationale, nous étions ensemble au Maroc en 2015.
André Noël Essiane. Le roi nous a reçus. Qui était maire de Sambilima, oui. Le roi nous a reçus. Il a octroyé librement à chaque commune, on était une trentaine, 1 milliard de francs CFA. Il nous a dit, j'attendrai que chacun de vous envoie. Parce que là-bas, c'est un Camerounais qui met ça en œuvre. Hein. Et l'on va pour ne pas le citer, on l'appelle le Wali. Le maire est là, il est à l'Assemblée nationale. Aucune mairie n'a eu le financement parce que nous avons eu la peine à convaincre la tutelle. C'est comme si on a peur des maires. Le milliard est posé là, mais vous n'avez pas accès parce qu'il faut que la tutelle... On a peur, c'est-à-dire on a l'impression que si vous donnez l'argent au maire, il va devenir quelqu'un de plus au sérieux chez lui parce qu'il va effectivement développer. Oui, monsieur le maire, oui. Je vais appuyer ce que vous dites. Appuyez trop fort. Parce que le maire gère un territoire. Tout à fait. Et si on donne les moyens conséquents au maire et une population, l'élite n'aura plus un impact ou une visibilité sur le territoire. Je finis en vous disant, Jean, je vais vous prendre mon exemple encore. L'actuel député Edline Nessono a découvert qu'il était son beau-frère le jour que je suis allé à la demande du receveur demander l'avance de trésorerie 50 millions, qu'on donne en espèces. Pendant que je refuse cette histoire, le receveur me dit, mais nous avons une dette fiscale, on a les impôts, on a la CN. J'ai fait la demande. En 45, on a accordé. C'était un argent qu'on donne en espèces. Mais ce qu'on vous propose là-dedans, c'est votre mot. Si vous acceptez, vous êtes mort. Parce qu'en réalité, vous prenez une partie de 50 millions et vous déchargez quand même 50. Lorsque vous avez de recette au receveur, vous écrivez quoi? Le receveur vous tient. Parce que vous avez l'agent du TPG. Si vous esquivez tout ça, vous êtes délimité. Mais ça dure 2 ans après. Moi, je loue encore le receveur, parce que j'ai M. Nama, pour ne pas le citer. On a eu des problèmes au début. Non, Nama, Firmin. Il est très brillant. Au début, c'était très difficile. Mais il a compris qu'avec moi, ça marche autrement. Et à la fin, donc les maires, je finis en vous disant la même chose que j'ai dit au début. Si vous voulez être un bon maire, agent de développement, pas agent politique, soyez têtu, n'obéissez à aucun ordre illégal. Parce que là, si le moment arrivé, vous répondez seul. D'accord. Bonsoir, M. Jean Laxé. Encore demain, les élections. Il faudrait que l'article 113 du Code électoral soit respecté pour éviter le désordre qui mine le pays après post-électoral. Cette violation délibérée doit cesser d'Oubé depuis Bertois. Lucien Bidima, comment faire pour que le maire soit effectivement un agent de développement et non un instrument politique? Le vrai problème, tout ce qui est décrit là, je ne peux pas cautionner à cela. Pourquoi? Parce que quand on veut être maire, on connaît. Si on veut vraiment être un vrai maire et à ses compétences, on connaît ce qu'on peut faire. La décentralisation, c'est les projets qui partent de la base. Il faut maturer les projets. Moi, je connais. Et c'est pour ça que je dis que je m'insurge contre ça parce que moi, je connais les maires qui ont maturé leurs projets et ils ont eu des financements. Parce que n'oubliez pas que le maire, au même moment, gère le budget d'investissement. Et ce budget d'investissement, le plus souvent, ce sont les projets de la commune. De la commune. Il faut le préciser. De la commune. Voilà. Et ce budget d'investissement, le plus souvent, ce sont les projets qui ont été maturés par la base, par certains maires. Donc, quand une maire a les compétences, a les capacités de maturer un certain nombre de projets, moi, je connais les maires qui ont vraiment les projets, vous demandez comment. Peut-être sa mairie n'a même pas cette étoffe-là. J'ai à cœur le même Yanga. Une petite mairie d'Afandloum, mais elle réussit à décrocher un ensemble de projets. Il faut aussi avoir l'initiative. Il y a le maire de Yoko, que je connais très bien, et qui est un ancien, c'est-à-dire quelqu'un qui a d'abord travaillé dans la haute administration. Il y a le maire d'Ongo de chez moi, qui réussit à maturer un certain nombre de projets. Le problème n'est pas là, au niveau de la maturation. Les projets, je dis, on les mature au niveau, on arrive à ramener ça. Que ce soit le ministre, quand c'est bien vous, là c'est le président Paul Biya n'est plus concerné, vous demandez qui finance. Mais toujours est-il dit que le budget d'investissement, qui vaut le budget d'investissement, qui le mature, le budget d'investissement. On ne mature pas le budget. Permettez, le budget d'investissement est quand même l'initiative. La loi dit que vous êtes accompagné par les sectoriels, il faut le savoir. Monsieur le maire, vous avez parlé, vous voulez tellement avoir... Non, je vous aide tout simplement. Pourquoi vous n'avez pas été réélu, mais si vous aviez toute cette... Je n'ai pas été battu aux élections. Alors, mais j'ai dit... Alors, je dis, ces choses-là, c'est très facile à dire. Parce que le maire doit être un homme politique au même moment. Parce que le maire pense à sa propre réélection, quelles que soient les conditions. C'est pour cela la décentralisation est tellement bien qu'à un moment donné, vous regardez au niveau de votre... Permettez, monsieur le maire.
La décentralisation permet au maire d'avoir une vue globale au niveau de sa commune. Parce que le véritable problème que nous avions, et ça je peux être d'accord avec vous, parce que quelqu'un ne peut pas quitter et venir dire qu'il donne les lampadaires à peut-être à un village qui a déjà les lampadaires et que ce village-là a plutôt besoin d'autres choses. Donc il faut laisser agir la décentralisation. Et moi je dis toujours que même le président Paul Biya a toujours dissocié l'administration publique camerounaise et le RDPC. Parce que l'administration, tous ceux qui sont dans l'administration ne sont pas forcément les militants du RDPC. La décentralisation est un outil de développement. Les maires sont là pour mettre en application cet outil de développement. Les projets doivent partir de la base, être maturés, peut-être être proposés pour que ces projets-là reviennent sous forme d'investissement. On laisse aux maires de les gérer. Mais voilà ils ont régulièrement l'épée de Damoclès. Alors, mais le vrai problème, non, l'épée de Damoclès parle du fait que l'élite est toujours non, ce n'est pas un problème d'élite. C'est même l'élite qui finance cette histoire. Permettez, l'épée de Damoclès parle du fait que c'est un maire, n'est-ce pas? Même pour quand il est là pour sanctionner un marché. Si un maire vous demande 10%, c'est un maire. Est-ce que c'est le RDPC qui nous a demandé 10% sur un marché? C'est un problème personnel. Il est maire de quel parti? Il est maire de quel parti? C'est pour cela donc c'est pour cela. Pourquoi au même moment, si l'État du Cameroun sévit sur un certain nombre de maires, nous avons quand même plus de 365 maires. Je crois que c'est ça. 360 communes. 360 communes. Est-ce qu'il y a 360 maires en prison? Et 14 alors, oui. Est-ce qu'il y a 360 maires en prison? J'ai dit, c'est parfois un problème individuel. La question n'est pas la prison, mais l'efficacité des projets pour le développement. Et vous dites que nous sommes étouffés par les... Non, je ne suis pas d'accord. L'efficacité par le comité central qui attend des retours. Laissez le RDPC à côté de votre propre inefficacité parce que vous ne pouvez pas gérer. Vous parlez des élites, vous parlez du RDPC, vous parlez... Non, je ne suis pas d'accord. Parce que, en vérité, le problème de faute de gestion, et c'est là où j'aime le maire, parce qu'il maîtrise. Le problème de faute de gestion ne concerne pas que les maires, ça concerne tous ceux qui gèrent l'administration, que ce soit les directeurs généraux, que ce soit les ministres, etc., tous ceux qui gèrent le budget. Quand on vous dit qu'il faut respecter les procédures, et vous ne voulez pas respecter les procédures, si un maire se lève là, il appelle le receveur municipal, peut-être parce qu'il y a les militants du RDPC en fait, si c'est ça, il dit donne-moi 50 000 francs, c'est 50 000 francs quand il les prend sur quelle ligne? Tout à fait. Alors mais, vous pouvez me dire qu'il y a cette pression. Je peux même, étant maire, gérer ce problème-là. Non, il ne faut même pas forcément être têtu. Il faut juste maîtriser. Un maire vous dit qu'il faut être têtu. Non, j'ai dit ceci. Jean-Jacques, je peux même gérer parce que le maire a quand même dit. Il y a quand même les lignes qui peuvent me permettre d'avoir. Mais le vrai problème, c'est que, et c'est ça que je dis aujourd'hui, est-ce que les maires qui sont élus ont la compétence de comprendre même ce que c'est qu'un budget? Ils ont la compétence prévue par les textes. Permettez-moi. Oh là là, nous connaissons certains maires. Là, vous interrogez les profils. J'interroge ici les profils. Même ceux des plus fermés. J'ai dit, j'interroge les profils. J'ai dit, le problème n'est pas le problème. Même si c'était le problème du RDPC. Permettez, même si c'était le problème de mon parti politique. Mais j'ai dit, aujourd'hui, on ne peut plus fonctionner sur le prisme d'un parti politique. On fonctionne sur le prisme du développement du Cameroun. Nous sommes d'accord. Parce que si on continue à dire toujours que c'est un maire du RDPC, non. Allons dans la logique, dans la compréhension de qu'est-ce que c'est qu'un développement. Qu'est-ce que c'est qu'un maire? Que peut faire un maire? Moi, j'ai la chance que je le postule. Qui peut être maire? Ou qui doit être maire? Qui doit être maire? Qui doit même être député? Oui. Parce que le problème va plus loin. Oui. Bon, moi j'ai la chance. Qui doit être chef d'État également? Non. Ça que je veux vous dire. Il faudra encore 1000 ans pour qu'on ait un chef d'État qui était au même moment directeur du cabinet civil, ministre directeur du cabinet civil. Pas au même moment. Secrétaire général à la présidente de la République, ministre d'État, secrétaire général, premier ministre chef du gouvernement et président de la République. Comment Milan a un profil
qu'il faudra encore 1 an pour que notre... 1000 ans pour que notre Camerounais ait eu ce profil. Et donc, mettez le président de la République de côté dans vos affaires. Mais j'ai dit, et je conclus par là, philosophie, c'est qu'il dit, et je nous rappelle simplement que la Bible dit que 1000 ans c'est un jour. Alors, mais je reviens quand même, les prochains jours. Le vrai problème, Jean-Jacques Zéla, nous avons parfois des vautours qui viennent se cacher derrière le NDPC, qui disent qu'au nom du NDPC, je fais tel ou tel. Je crois qu'aujourd'hui, il faut commencer à les écarter. Voilà. Il y a les faux militants. Il faut des réformes. Il y a les faux militants. Parce que je dis, mais interrogeons-nous sur ce qui se passe dans les mairies tenues par l'opposition. Parce que là, vous ne parlez que du NDPC. Non. Là-bas, parfois, c'est pire. Alors, mais ne fermons pas les yeux dans tout ça. C'est pour cela que j'ai dit, si on continue à analyser le problème sur le prisme des hommes ou des partis politiques, on perd totalement le débat. Et je conclue, votre débat aujourd'hui n'est pas un débat de maire du NDPC, mais outil de développement. Et ça nous interroge tous. Comme mon parti est majoritaire et que nous allons gagner les prochaines élections municipales et à partir des législatives, il faut qu'on commence aujourd'hui à nous interroger nous-mêmes sur le profil du maire qui peut être un vecteur de développement, qui peut comprendre comment fonctionne ce développement et qui peut maîtriser les canons qui vont non seulement dans la maîtrise du budget d'investissement, mais également dans la maîtrise des procédures qui peuvent de maturer un certain nombre de projets pour le bien de la population. Votre réaction sur cette question? Bon, mais ça, c'est juste l'église. Oui, Franck. Non, Bitima est engagé et vous dites qu'il faut que les choses changent même dans le RDPC. Oui, quels que soient les cas, le maire reste un homme politique. Parce que la loi ne permet pas déjà que le maire puisse être un candidat indépendant. Il n'y a pas un candidat indépendant pour être maire. Il faut être pour le moment. Donc il faut être investi par un parti politique, par un parti politique pour pouvoir arriver à la tête d'une mairie. Donc ce postulat-là, le maire ne peut ne pas allier politique et levier de développement. Maintenant, nous pensons, comme disaient déjà des aînés comme ici, bon nombre de maires parfois arrivent là au parachute parce qu'il y a une casquette plus haute qui a dû faire ce qu'il soit avec les plis fermés. On a les plis fermés parce qu'on est cousin, on est ami, on est beau-frère, on est tante d'ici. Ou bien de ça. Il y a plus que ça, qu'on est même la femme de notre homme. Oui, monsieur, il y a beaucoup de raisons. Donc, toutes les raisons pour lesquelles vous pouvez bénéficier, vous pouvez bénéficier d'un, d'un pli fermé. Et du coup, il a dit quoi? Et du coup, Jean-Jacques, dès que vous bénéficiez d'un pli fermé de X ou de Y, immédiatement, vous n'êtes plus fort. Vous êtes tenu par cette personne-là qui a fait de vous ce que vous êtes là. Non, vous ne pouvez plus être têtu, comme dit monsieur le maire. Parce que pour être têtu, il faut être libre. En réalité, il faut être libre. Et pour la plupart, on a affaire à des maires qui ne sont pas libres. Les maires là nous disent carrément qui est le parrain. On sait tel est le parrain de tel, le maire de tel, pour parrain, et ainsi de suite. Donc en réalité, voilà ce qui empêche les maires d'être forts. Parce que l'élite aussi, président des sections parfois qui est ici, on a aussi le ministre, il aimerait arriver dans sa ville, dans la commune, dans sa commune, comme on peut dire sa cour. Il se sentit que c'est lui le tout-puissant ici. À un moment donné, il se rend compte que c'est monsieur le maire qui a déjà tellement la force par rapport à ce que je pouvais avoir. On va prendre tous les moyens pour te renverser et trouver quelqu'un, pour des élections, quelqu'un d'autre qui prendra ta place parce qu'on juge que je n'ai plus la force, l'emprise dans la zone que je devrais contrôler, que je dois contrôler. Et c'est ça qui fragilise pour la plupart les maires. Et nous espérons qu'avec les municipales législatives qui arrivent, il y aura véritablement un changement dans ce sens. Alors, on va prendre 1 minute chacun. Bien le bonsoir. Les maires sont comme des marionnettes utiles lorsque le parti politique a besoin d'eux, mais combattus lorsque les mêmes intérêts politiques doivent être partagés. Libérer le maire de Biwambane. Il était dans un processus de développement malgré de nombreux prédateurs de sa propre communauté. C'est malheureux, nous dit ce message. Lucien Bidima et à opposition comment? Vous voulez qu'une mairie d'opposition vive comment?
Or, le parti au pouvoir gère tout. Demandez à, voilà, c'est un peu ça, à Bitoumou Jouel, qui est maire de Bolova premier depuis des années aujourd'hui, ce qu'il a déjà fait pour sa mairie. Et il vient juste avec les dons des houes et des machettes pour les populations, rien que l'avantage des populations réellement. Vous devez comprendre sur le plateau que les maires, entre parenthèses RDPC, sont là pour laisser passer les actes des voyous, des hauts cadres, le bois, les produits miniers, etc. Et parlant de décentralisation, il n'en sera jamais rien dans ce pays tant que le système en place ne change pas, d'où les réformes convoquées par Dr Mbok tout à l'heure. Il est très important d'interroger les projets de développement proposés par des candidats aux municipales avant leur élection. Le problème justement, c'est qu'on ne passe pas par là. On fait le panachage des listes, vous venez avec pour vous et puis on prend 2 noms, 3 noms et dit voilà la liste, car malheureusement chez nous on devient d'abord maire et après on cherche comment développer la commune. M. Bidima a tout à fait raison de questionner le profil des maires qui, pour certains, n'ont malheureusement pas tous les outils nécessaires pour les aider dans leurs fonctions. Adolphe Chouamet, merci Adolphe pour ce message. Puisqu'on a 1 minute chacun, on va aller, docteur. Le profil est convoqué pour les voix des maires de développement. L'attitude est convoquée, mais les textes davantage. Oui, le texte davantage. Et je crois que si on ne procède pas des réformes pour mettre la fameuse élite qui est de manière très subliminale le véritable chef de la région, si on ne le met pas à sa place, le maire est obligé d'être têtu et tous ses collaborateurs, finalement, ils travaillent quand il faut lutter contre l'élite, essayer de se défendre, essayer de se protéger, ils développent le pays quand page 5 de la Bible du discours du 6 novembre. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, j'envisage de mettre en œuvre dès les premiers mois de ce septennat un plan spécial de promotion de l'emploi des jeunes, dont les axes principaux seront les suivants. Il a cité les axes. On a voté un budget de 50 milliards. Le 31, il a dit que quelques jours. Là, on dit quelques mois. Je veux seulement dire aux jeunes que les gars seront forts. Non, il y a 50 milliards qui ont été votés. Vous allez parler. Vous allez que vous allez courir là-dessus. Le président dit qu'il met d'abord 50 milliards. Non, mais il a d'abord mis 50 milliards. Monsieur Bidima, vous allez courir. Parce qu'on a fait des 102 milliards. Vous allez courir. 102 milliards, s'il n'y a pas de réforme. Et qui vont écouter le président le 10 février prochain. S'il n'y a pas de réforme, s'il n'y a pas d'explication, s'il n'y a pas de compte rendu, on se retrouve dans le cas où le président dit qu'il nous a entendus, mais il n'a pas bien entendu ce qu'on dit. Il dit qu'il nous a compris, je crois qu'il est dans le bruit, il n'a pas bien compris. Je tiens simplement à dire ici, et je sors par là, nous parlons de développement. Et quand on parle de développement, on parle de profil, on parle de mission, on parle de texte, mais on parle aussi de la volonté politique depuis le sommet de l'État. Et au niveau du sommet de l'État, s'il n'y a pas une impulsion sincère, aucun ministre, aucun député, aucun maire ne pourra véritablement faire le travail. Que le chef de l'État, le 11 ou le 10, ne vienne pas nous faire un discours à la jeunesse. Il sera là le 10. Qu'il vienne présenter la vision. On commentera le discours. Qu'il présente la vision qu'il a pour le Cameroun et pour cette jeunesse. 50 milliards, ce n'est pas une vision. 100 milliards, ce n'est pas une vision. La vision qu'il a pour la jeunesse, c'est quoi? C'est ça qu'il doit nous présenter. Tout à fait. Profil, vision, sommet de l'État, pédigree des maires, qu'est-ce qu'il faut pour que le maire impulse véritablement l'argent. Parce que la décentralisation suppose l'autonomie de gestion, l'autonomie de gestion des ressources humaines et des compétences et beaucoup plus des ressources financières. Il faut transférer les ressources financières aux communes parce que la loi de portant fiscalité locale est venue centraliser encore les ressources de la base vers le sommet. Et puis, en cela, la décentralisation est en difficulté. Suivez mon regard avec les 21 milliards 400 qui font environ 60 millions pour chaque commune. Hein. C'est-à-dire qu'on aurait dû donner les ressources directement aux communes. En termes 60 millions. Ce que moi j'indiquais en prêtant l'idée du docteur Mbok qui disait que nous ne sommes qu'au deuxième mois de la première année sur 7 ans. Du septennat. Donc, du septennat. Donc, voyez-vous, et la première année, nous avons un budget de 8 800 milliards. Je crois qu'on vient de voir là, on a l'impression qu'on vient de croquer juste 21 milliards. J'indiquais que pour les 12 mois, c'est 735 milliards croqués. Donc, je crois qu'ils n'ont pas bien bouffé au mois de janvier. Il faut plutôt se préparer
à ce que ce soit bien lessivé encore dès le mois de mars. Jean-Jacques, je vais sortir en disant une chose au maire, juste pour indiquer que les mairies souffrent, comme j'ai l'habitude de le révéler, d'anorexie financière, mais cela ne dédouane pas ces maires qui ne font pas leur travail, parce qu'il faut toujours faire la nuance entre... Finalement, vous avez pris le temps de tout le monde. J'ai quelque chose à dire. Oui, vraiment, on va réduire. Oui, bon. Moi, je viens de dire au ministre Luc-Paul Montazé, des Finances. Le ministre des Finances, la volonté, le souhait des maires, c'est d'avancer la fin des ordonnancements au mois de mars. Dans les mairies actuellement, monsieur le ministre, il y a énormément, des centaines de dossiers. Parce qu'avec le problème de la crise post-électorale, certaines mairies n'avaient même pas la possibilité de laisser aller leur marché jusqu'au bout. Ça ne coûte rien au ministre que vous avez. Je connais votre probité morale, je connais votre sens très élevé de l'État. Laissez pour une fois aller jusqu'au 31 mars, la fin des ordonnancements et la fin des paiements au même moment, pour qu'on n'assiste pas à ce que nous sommes en train d'assister aujourd'hui, où la majeure partie, près de 50% des dossiers vont tomber en forclusion. D'accord, le message est passé. Monsieur, vous comprendrez que les deux frères là se sont entendus pour confisquer la parole, mais il y a quand même un message. Dites à monsieur Bidima et aux élites de la Meufwa Famba de pousser le maire d'Hawaï à s'intéresser à la zone de Ngida, centre, et à Fan, village. Aucun signe de développement n'est perçu là-bas. Pas de route, pas d'eau, pas d'école, ni hôpitaux, l'électricité, point d'interrogation. Je ne sais pas si cette zone sera éclairée un jour. À Konozé avait bien démarré, hélas. Beaucoup de courage de ce côté. Demain, on a une émission un peu particulière parce qu'on va suivre les chemins de l'immigration. On aura une dame qui allait à la recherche de ses frères et sœurs qui ont dit aller au Canada, mais qu'elle a retrouvé dans une situation incroyable au Nigeria. Et beaucoup de Camerounais sont actuellement au Nigeria. On ne peut pas décrire ce qui se passe. Elle sera sur le plateau avec d'autres invités pour vous montrer justement les risques de ces routes que nous prenons sous le prétexte d'aller chercher le bonheur ailleurs. Merci de rester fidèle à Info TV. Je souhaiterais commenter.